En plein 183, dans les Provinces-Unies qui ne portent pas encore tout à fait ce nom comme une évidence, un enfant vient au monde au milieu d'un bruit de fond qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas seulement le fracas des canons, ni même le martèlement des chantiers navals, c'est un grondement plus profond, celui d'un pays qui se fabrique en se défaisant, qui se dresse contre une monarchie lointaine et pourtant omniprésente, et qui apprend à respirer au rythme des marées, des convois, des blocus, des impôts de guerre. 1583, c'est une date qui sent la fumée froide, le goudron chauffé, la laine mouillée. C'est une année où l'on est déjà avec une dette sur les épaules, une dette de sang et de sel. Hendrik Lucifer. Le nom claque comme une provocation, comme un sobriquet qu'on aurait gardé par défi, ou par habitude, ou parce qu'il colle à la peau, et qu'il finit par remplacer le baptême. Lucifer, dans une Europe où les sermons pèsent lourd, où les mots ont des griffes, ce n'est pas un patronyme anodin. On imagine les regards, les plaisanteries, les soupçons. On imagine aussi la manière dont un tel nom peut se perdre, se tordre, se traduire, se latiniser, se franciser, se réduire à une initiale, dans un registre d'amirauté ou se confondre avec un autre. Dans les ports, les noms changent de forme comme les nuages au-dessus des dunes. Un même homme peut être Hendrik ici, Hendrik là-bas, Henrik dans la bouche d'un marchand polonais, Henrik dans la plume d'un greffier, espagnol qui n'a pas envie de respecter l'orthographe de l'ennemi, et Lucifer peut devenir Lucifero ou Lucifer ou simplement le capitaine au nom du diable. Les archives aiment les lignes droites, la mère, elle, n'en a aucune. Pour comprendre ce que peut devenir un garçon né en 183, il faut sentir la texture de ce pays. Les Provinces-Unies, c'est un puzzle de villes et de campagnes gagnées sur l'eau, un réseau de canaux, de digues, de polders et surtout de ports. Des ports qui ne sont pas seulement des lieux d'arrivée et de départ, mais des machines à transformer le bois en navire, le chanvre en cordage, le haringue en monnaie, la peur en discipline. Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Enkhuize, Middelburg, des noms qui, à la fin du XVIe siècle, commencent à résonner comme des promesses. On y parle fort, on y compte vite, on y prie différemment. On y lit des placards, on y discute des nouvelles venues d'Anvers, de Séville, de Lisbonne, de Londres. On y vit avec l'idée que le monde est plus grand que la paroisse et que l'océan est une route, pas un mur. 2 ans avant la naissance de Hendrik, en 1581, l'acte de La Haye a été proclamé un texte sec, politique, presque administratif et pourtant explosif. Les États généraux des provinces déclarent qu'ils ne reconnaissent plus Philippe II d'Espagne comme leur souverain. Ce n'est pas une simple querelle de couronne, c'est une rupture qui autorise tout, la résistance, la confiscation, la guerre, la course. Quand on retire au roi sa légitimité, on retire aussi à ses navires une partie de leur immunité morale. On peut les attaquer sans être un brigand, du moins en théorie. On peut se dire qu'on ne vole pas, qu'on reprend, qu'on frappe l'oppresseur, qu'on finance la liberté. Mais la liberté coûte cher, et la guerre encore plus. Les Provinces-Unies n'ont pas les mines d'argent du Nouveau Monde, ni les galions chargés de lingots. Elles ont autre chose, des chantiers, des marins, des marchands, des banquiers, des assureurs, des juristes. Une économie de guerre qui ressemble à une économie tout court, avec ses contrats, ses parts, ses risques calculés. La course dans ce monde n'est pas seulement une aventure, c'est une industrie qui a besoin de papier autant que de poudre. Dans les tavernes près des quais, on parle de lettres de marque comme on parle de la météo. Une lettre de marque, c'est un document qui transforme un acte de violence en acte légal. Un papier scellé qui dit « Tu peux prendre les navires de l'ennemi, tu peux les capturer, tu peux les ramener, et tu auras droit à une part. Sans ce papier, on est pirate. Avec ce papier, on est corsaire. La différence tient à une signature, à un sceau, à la capacité de prouver devant un tribunal d'amirauté que l'on a bien attaqué, qui il fallait, quand il fallait, et que l'on a respecté les règles. Des règles qui changent selon les provinces, selon les amirautés, selon les périodes de trêve ou de guerre ouverte. Des règles qui peuvent sauver un homme ou le ruiner. Le jeune Hendrik grandit dans cette ère-là. On ne sait pas exactement dans quelle ville il voit le jour, et ce flou n'est pas un détail. Il dit déjà quelque chose. Il dit qu'il n'est pas né dans la lumière des grandes chroniques, pas dans la maison d'un régent d'Amsterdam dont on conserve les portraits et les contes. Il est peut-être né dans une ville moyenne, ou dans un quartier de marins où l'on déménage au gré des contrats, où l'on disparaît, facilement dans la foule des quais. Il est peut-être fils de charpentier de marine, ou de matelot, ou de petit marchand. Dans tous les cas, il naît dans une société où la mer est une école avant d'être un horizon. L'école, justement. Dans les provinces, on apprend à lire plus qu'ailleurs,
surtout dans les milieux protestants où la Bible doit être comprise, pas seulement entendue. Mais pour un garçon destiné à la mer, la lecture n'est pas seulement une affaire de salut, c'est une affaire de survie. Lire un contrat, lire une liste de cargaison, lire une ordonnance, lire un ordre de mission, lire une carte, ou du moins comprendre ce que les lignes et les chiffres veulent dire. Et puis il y a l'autre alphabet, celui des cordages et des voiles, les nœuds, les poulies, les vergues, les drisses, les écoutes. Un navire, c'est une cathédrale de bois et de toile, mais une cathédrale qui bouge, qui grince, qui se déforme, qui exige des mains rapides et des yeux attentifs. On imagine Hendrik adolescent, les doigts déjà marqués par le chanvre, la peau salée, les ongles noirs de goudron. On imagine l'odeur des cales, mélange de poisson, de bière, de fromage, de fumée, de sueur, de bois humides. On imagine les hivers où le vent coupe le visage sur les quais et les étés où les mouches tournent autour des barils. On imagine les sermons du dimanche, la discipline, la méfiance envers l'Espagne catholique, la mémoire des sièges, des exécutions, des villes prises et reprises. La guerre de 80 ans n'est pas un événement lointain, c'est une atmosphère. Elle s'insinue dans les conversations, dans les prix du grain, dans les rumeurs de mer. Et puis il y a la grande mécanique du commerce mondial qui se met en place. En 1602, quand Hendrik a 19 ans, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VEUS, est fondée, un monstre administratif et financier, une invention qui change la manière de faire la guerre et le commerce. Des actions, des investisseurs, des chambres, des directeurs. Une entreprise qui peut lever des flottes, construire des forts, signer des traités, faire la guerre au nom du profit et du pays. L'AVOC regarde vers l'Asie, vers les épices, vers Batavia, vers les routes du Cap de Bonne-Espérance, mais son modèle infuse partout. Il donne une idée. On peut industrialiser l'aventure, on peut transformer l'océan en bilan comptable. Dans les ports, on comprend vite que l'Atlantique aussi peut être organisé de cette manière. L'Espagne, elle, a déjà son système. La flotte des Indes, les convois, les routes protégées, les ports clés, la Havane surtout. La Havane n'est pas seulement une ville, c'est un verrou, un nœud où se rassemblent les navires chargés d'argent du Mexique et du Pérou, de sucre, de cuir, de cochenille, de tabac, de cacao, de bois précieux, un endroit où l'on attend la bonne saison pour traverser l'Atlantique, où l'on répare, où l'on recrute, où l'on prie pour que les ouragans épargnent les coques. Autour de Cuba, les courants sont des autoroutes invisibles. Le Gulf Stream, les vents dominants, les passant entre les îles. Celui qui comprend ces routes comprend comment frapper. Mais frapper, ce n'est pas seulement avoir du courage, c'est avoir des informations. Et l'information dans ce monde circule comme une marchandise. Un pilote capturé qui parle sous la menace. Un marchand portugais qui a des cousins à Séville. Un marin français qui a servi sur un navire espagnol. Un esclave africain qui a entendu des conversations sur un quai de Veracruz. Un prêtre qui confesse un capitaine. Tout peut devenir renseignement. Tout peut se monnayer. Dans les Provinces-Unies, on écoute les nouvelles avec une avidité presque physique, parce que chaque rumeur peut se transformer en prise et chaque prise en fortune. Hendrik Lucifer, dans ce contexte, n'est pas un héros romantique isolé, il est un produit de son époque, et en même temps un homme qui doit se faire une place dans une hiérarchie impitoyable. Sur un navire, on ne devient pas capitaine parce qu'on a de beaux yeux. On devient capitaine parce qu'on sait manœuvrer, parce qu'on sait tenir un équipage, parce qu'on sait négocier avec les armateurs, parce qu'on sait écrire ou dicter des rapports, parce qu'on sait surtout ramener quelque chose. Un navire vide, c'est un échec. Un navire perdu, c'est une catastrophe. Un navire qui revient avec une prise, même modeste, c'est une preuve de compétence. Les premières années de Hendrik se déroulent probablement dans les eaux proches, mer du Nord, Manche, peut-être Baltique, là où les provinces apprennent à se battre contre les Dunkerquois, ces corsaires au service de l'Espagne qui sortent de Dunkerque, comme des loups, rapides, agressifs, et qui font payer cher chaque erreur. La guerre en mer ici n'a rien d'exotique. Elle est grise, froide, brutale. On se bat dans le brouillard, on se poursuit entre les bancs de sable, on se cache derrière des îles basses, on apprend la patience, on apprend la peur, on apprend que la mer peut tuer sans ennemi. Une tempête, un mât brisé, une voie d'eau, une épidémie. La vie à bord est une discipline de fer. Les rations sont comptées. Biscuits durs, harengs salés, pois, fromage, bière ou eau croupie selon les jours. Le scorbut guette quand les semaines s'étirent, sans fruits ni légumes. Les poux et les rats font partie de l'équipage. Les blessures s'infectent. Les chirurgiens de bord coupent, cautérisent, prient. Et pourtant, malgré tout, des hommes signent. Ils signent parce qu'il y a la promesse d'une part. La part du butin. La part qui peut acheter une maison, payer une dot, ouvrir une boutique.
La part qui peut transformer un matelot en petit notable, ou le tuer avant qu'il ne la touche. Dans ce monde, le coffre scellé est plus qu'un objet. C'est une idée. Un coffre, c'est ce qu'on imagine quand on pense au trésor, mais sur un navire de course, le coffre est aussi une preuve. On scelle des caisses, on verrouille des cales, on appose des marques, parce qu'il faudra rendre des comptes, il faudra prouver que l'on n'a pas détourné, que l'on n'a pas caché, que l'on n'a pas oublié une bourse dans un hamac. Les armateurs, les investisseurs, les autorités, tous veulent leur part. Et ils ont des tribunaux pour l'exiger. Le coffre scellé, c'est la promesse de richesse et la menace de procès. On le regarde avec désir, on le regarde avec crainte. Puis vient la trêve de 12 ans, en 1609. Hendrik a 26 ans. 12 ans de trêve, ce n'est pas 12 ans de paix. C'est une pause armée, une respiration tendue. Les canons se taisent parfois, mais les rancunes restent. Les navires continuent de naviguer, les compagnies continuent de commercer, les hommes continuent de chercher des opportunités. La trêve reconfigure la course, certaines prises deviennent plus difficiles à justifier, certaines lettres de marque se raréfient ou changent de forme, les frontières entre commerce et prédation se déplacent. Pour un marin ambitieux, c'est une période ambiguë. On peut se retrouver à faire du transport, de l'escorte, du commerce légal. On peut aussi glisser vers des zones grises, vers des mers lointaines, où la trêve est un mot que personne n'entend. C'est souvent dans ces interstices que naissent les réputations troubles. Un capitaine qui a besoin de nourrir son équipage, de payer ses dettes, de satisfaire ses investisseurs, ne peut pas se contenter d'attendre que la politique décide. Il doit naviguer, il doit trouver des cargaisons. Il doit parfois jouer avec les pavillons, avec les prétextes, avec les identités. Les ports sont pleins d'hommes qui savent changer de nom comme on change de chemise. Et un nom comme Lucifer, justement, peut être un masque autant qu'une étiquette. Pendant la trêve, les Provinces-Unies continuent de regarder vers l'Atlantique. Les Espagnols, eux, continuent de faire passer leurs richesses par les mêmes routes, parce que la géographie ne se renégocie pas. Les galions doivent passer par les Antilles, par Cuba, par le canal de Bahama, par les vents qui les poussent vers l'Europe. La Havane reste le point de rassemblement, et autour de ce point, comme des moustiques autour d'une lampe, tournent des navires de toutes origines, français, anglais, hollandais, parfois sous pavillon de complaisance, parfois en semi-légalité, parfois avec des commissions plus ou moins claires. Hendrik, s'il commence à se faire un nom, le fait probablement dans ce mélange de commerce et de violence. Il apprend les langues de base des quais, un peu d'espagnol pour comprendre un prisonnier, un peu de portugais pour parler à un intermédiaire, un peu de français ou d'anglais selon les alliances. Il apprend surtout la géographie pratique, où trouver de l'eau douce, où réparer une voile, où se cacher derrière une île, où les patrouilles passent, où les récifs attendent. La mer des Caraïbes n'est pas un décor de carte postale. C'est un labyrinthe. Des îles, des quais, des passes étroites, des courants traîtres, une mer chaude qui pourrit les vivres plus vite, qui fait gonfler les gencives, qui attire les fièvres, une mer où l'on peut mourir de soif à quelques milles d'une côte verte, parce qu'on ne trouve pas de source, parce qu'on ne peut pas débarquer sans se faire tirer dessus, parce que les moustiques transforment chaque nuit en supplice. Mais avant d'y arriver, il faut franchir l'Atlantique. Et franchir l'Atlantique au début du XVIIe siècle, ce n'est pas une croisière. C'est une traversée où l'on vit dans l'humidité permanente, où les voiles claquent, où les cordages chantent, où les hommes dorment, serrés, où les barils fuient, où les biscuits se couvrent de charançons. On part avec des prières et des calculs. On part avec des cartes imparfaites, des instruments qui dépendent du ciel, astrolabes, bâtons de Jacob, puis de plus en plus des outils améliorés mais toujours soumis aux nuages. La longitude reste un cauchemar. On estime, on devine, on se trompe. Et parfois, on voit surgir une côte qu'on n'attendait pas. Dans les provinces, les armateurs ne financent pas un voyage par romantisme. Ils financent parce qu'ils veulent un retour. Ils veulent des marchandises, des prises, des rançons. Ils veulent que le capitaine revienne avec des papiers en règle, des témoins, des inventaires. La course est une entreprise où l'on investit comme on investit dans un moulin ou dans un entrepôt. On achète des parts, on répartit les risques, on assure parfois la cargaison, on discute des conditions. Quelle part pour l'équipage, quelle part pour le capitaine, quelle part pour les investisseurs, quelle part pour l'État ou l'amirauté. Tout cela se négocie, tout cela s'écrit. Et c'est là que beaucoup d'hommes disparaissent, dans les marges des contrats, dans les listes de noms mal orthographiés, dans les registres où l'on note Capitaine Hendrik, sans préciser davantage. Le paradoxe de ces années, c'est que plus la guerre devient organisée, plus certains individus s'effacent. Les grandes figures, celles qui commandent des flottes entières, laissent des traces.
Les autres, ceux qui font le travail sale, ceux qui capturent un navire isolé, ceux qui servent de lieutenant, de capitaine de prise, de chef de bordée, ceux-là peuvent accomplir des choses décisives et pourtant rester des ombres. Parce que la gloire, souvent, se fixe sur un nom unique, un nom facile à raconter, un nom que l'État ou la compagnie a intérêt à promouvoir. Le reste se dissout. Hendrik Lucifer semble appartenir à cette zone, un homme assez réel pour apparaître dans certaines sources secondaires, assez plausible pour s'inscrire parfaitement dans le contexte, mais pas assez solidement ancré dans les grands corpus imprimés pour devenir une évidence, et cela en soi raconte quelque chose de la course. La course produit des fortunes rapides, des morts rapides, des réputations rapides. Elle produit aussi des trous dans la mémoire. On peut imaginer Hendrik au tournant du siècle, dans un bureau sombre d'un armateur, l'odeur de cire et de papier, les fenêtres donnant sur un canal où passent des barges. Il écoute des conditions. Il signe peut-être d'une main mal assurée, ou il fait signer quelqu'un pour lui. Il reçoit des instructions, où croiser, quel pavillon considérer comme ennemi, quelles marchandises sont prioritaires, comment traiter les prisonniers. Il reçoit aussi des avertissements, ne pas provoquer un incident diplomatique pendant la trêve, ne pas attaquer un navire neutre, ne pas perdre le bâtiment, et puis il sort, il marche vers les quais, il voit son navire, une coque trapue conçue pour la vitesse et la manœuvre, avec des canons, pas trop lourds, assez pour intimider, assez pour briser un gréement, assez pour forcer une reddition. Le recrutement de l'équipage est une autre bataille. Il faut des hommes qui savent grimper, tirer, réparer, pomper, cuisiner, naviguer. Il faut des hommes qui acceptent la discipline, mais aussi des hommes capables de violence, parce que la prise d'un navire, ce n'est pas seulement tirer de loin, c'est souvent aborder. C'est sauter sur un pont glissant au milieu de la fumée, des cris, des éclats de bois, c'est se battre au sabre, à la pique, au pistolet, c'est voir le sang se mêler à l'eau de mer. Et ensuite, c'est garder des prisonniers, éviter une mutinerie, gérer la peur. Dans les provinces, on a une culture maritime ancienne, mais la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe la transforment en système. Les amirautés provinciales, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland, Friesland, organisent, taxent, jugent. Elles délivrent des commissions, elles perçoivent des droits sur les prises. Elles arbitrent les disputes, elles sont à la fois des institutions de guerre et des administrations fiscales. Un corsaire n'est jamais totalement libre. Il est pris dans un filet de règles, et ce filet parfois est plus serré que celui de l'ennemi. Le coffre scellé revient ici comme une obsession, parce que dès qu'une prise est faite, la question n'est pas seulement « qu'a-t-on capturé ?» c'est « peut-on le prouver ?» Les marchandises doivent être inventoriées. Les documents du navire capturé doivent être saisis, journaux de bord, lettres, manifestes de cargaison. Les témoins doivent être entendus. On doit établir que le navire était bien espagnol, ou au service de l'Espagne, ou transportait des biens ennemis. Sinon, la prise peut être déclarée illégale, et le corsaire peut être obligé de restituer, voire de payer des dommages. La mer donne. Le tribunal reprend. Dans ce monde, un homme comme Hendrik Lucifer peut être à la fois audacieux et prudent, violent et comptable. Il doit l'être. Il doit savoir quand attaquer et quand laisser passer. Il doit savoir quand risquer un combat et quand se contenter d'une rançon. Il doit savoir quand ouvrir un coffre et quand le laisser sceller jusqu'au port, parce que chaque serrure forcée trop tôt devient une accusation. La religion aussi pèse. Les Provinces-Unies se définissent en partie par leur protestantisme, même si la réalité est plus nuancée, plus pragmatique, plus tolérante par nécessité commerciale. Mais dans l'imaginaire de guerre, l'Espagne est catholique, impériale, inquisitoriale. L'ennemi n'est pas seulement un concurrent, il est un oppresseur. Cette vision nourrit la violence, la justifie, la rend presque sacrée. Et pourtant, sur mer, les frontières confessionnelles se brouillent. On capture des marins qui prient autrement, mais qui ont les mêmes mains calleuses. On échange des prisonniers. On vend des cargaisons à des intermédiaires qui, hier encore, étaient ennemis. Le commerce est un dissolvant, la guerre un accélérateur. Quand la trêve s'achève en 1621, Hendrik a 38 ans. Un âge où l'on n'est plus un jeune loup, mais où l'on peut être au sommet de sa compétence. 38 ans pour un marin de cette époque, c'est déjà une victoire sur les statistiques. Beaucoup meurent avant. Noyés, malades, tués, perdus. S'il est encore là, c'est qu'il a appris à durer. Et 1621, c'est une année charnière. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la WIC, est créée. Cette fois, l'Atlantique devient officiellement un théâtre d'opérations organisées, financées, planifiées. La WIC n'est pas seulement une compagnie commerciale. C'est un instrument de guerre économique contre l'Espagne et le Portugal.
Elle vise les routes du sucre, de l'esclavage, de l'argent. Elle vise les ports, les convois, les points de passage. Elle vise en somme le cœur battant de l'Empire. Pour des hommes comme Hendrik Lucifer, cela signifie des opportunités et une nouvelle couche de bureaucratie. La WIC veut des résultats. Elle veut des prises spectaculaires. Elle veut des chiffres. Elle veut des rapports. Elle veut des capitaines capables de frapper loin, de tenir des positions, de coopérer avec d'autres navires. Mais elle veut aussi contrôler. Elle veut éviter que ces corsaires deviennent des pirates incontrôlables qui nuisent à la diplomatie ou au commerce. Elle veut canaliser la violence. Et c'est là que le destin d'un homme peut se jouer dans un détail de papier, être recruté par la WIC ou rester indépendant, obtenir une commission claire ou naviguer dans les marges, être mentionné dans un rapport officiel ou seulement dans une lettre privée, être le commandant ou le second, parce que le second peut faire le travail décisif, mais c'est le commandant dont le nom sera imprimé. Dans les années 1620, la Caraïbe devient un chaudron. Les Hollandais intensifient leurs opérations, ils attaquent des positions portugaises au Brésil, ils harcèlent les routes espagnoles, ils cherchent des prises qui peuvent financer la guerre en Europe. Cuba avec la Havane devient un point de fixation. Les Espagnols renforcent les fortifications, organisent des patrouilles, améliorent les systèmes de convoi. Ils savent que l'argent est la cible. Sans argent, pas de soldats en Flandre, pas de paiement des dettes, pas de maintien de l'Empire. L'argent du Nouveau Monde n'est pas un luxe, c'est une artère. Dans les ports néerlandais, on parle de ces routes comme on parle d'un coffre qu'on n'a pas encore ouvert. On parle de galions, de flottes, de trésors. On parle de prises possibles. On parle aussi des risques, les ouragans qui peuvent disperser une escadre, les fièvres qui peuvent décimer un équipage, les récifs qui peuvent éventrer une coque, les Espagnols qui peuvent tendre des pièges. On parle des saisons, parce que la mer des Caraïbes a son calendrier, la période des cyclones, les vents, les moments où les convois partent. Un corsaire doit être météorologue autant que guerrier. Hendrik Lucifer, s'il se dirige vers ce théâtre, doit se préparer à une guerre différente de celle de la mer du Nord. Là-bas, le froid tue lentement. Ici, la chaleur tue vite. Là-bas, on voit les côtes basses, les bancs de sable. Ici, on voit des montagnes bleues au loin, des nuages qui s'accrochent au sommet, des eaux transparentes qui cachent des rochers. Là-bas, les ports sont proches, on peut réparer. Ici, une voile déchirée peut devenir une condamnation si l'on est loin de tout. Là-bas, on peut parfois compter sur des alliés. Ici, on est souvent seul ou dépendant de réseaux fragiles, des marchands, des contrebandiers, des communautés de réfugiés, des informateurs. Et pourtant, c'est précisément ce théâtre qui fabrique les légendes, parce que le trésor espagnol dans l'imaginaire européen est une obsession, des coffres de pièces, des lingots, des pierres précieuses, une richesse concentrée, transportable, saisissable, une richesse qui peut changer une vie en une journée, mais cette richesse est aussi une illusion dangereuse. Souvent, les navires transportent moins qu'on ne croit. Souvent, le trésor est réparti, caché, assuré. Souvent, ce qui vaut vraiment cher, ce sont des marchandises moins glamour. Sucre, indigo, cuir, tabac. Des cargaisons qui se vendent bien à Amsterdam, qui alimentent des industries, qui enrichissent des investisseurs. Le trésor, c'est aussi du commerce. Le coffre scellé, encore. On le voit presque dans l'esprit. Une caisse cerclée de fer, marquée d'un signe, scellée de cire. On le voit dans une cale sombre, entre des barils, des ballots, des cordages. On le voit gardé par deux hommes armés parce que la tentation est partout. On le voit comme un objet qui attire les regards et les trahisons, parce qu'un trésor, ce n'est pas seulement une promesse de richesse, c'est une promesse de conflit interne. Qui aura quelle part? Qui décidera? Qui prouvera? Qui mentira? Dans les Provinces-Unies, la répartition du butin est un art délicat. Il y a des règles, mais elles sont toujours contestées. Le capitaine veut sa part parce qu'il a pris le risque et qu'il a commandé. L'équipage veut sa part parce qu'il a saigné. Les armateurs veulent leur part parce qu'ils ont payé le navire, les canons, les vivres. L'amirauté veut sa part parce qu'elle a donné la commission et qu'elle finance la guerre. Et parfois, la compagnie, la WIC, veut sa part parce qu'elle se considère propriétaire de l'opération. Chaque coffre scellé est donc un futur procès. Chaque coffre est une future dispute. C'est peut-être pour cela que certains noms glissent, parce que dans les procès on simplifie, on écrit ce qui sert, on oublie ce qui gêne. On attribue à un seul ce qui fut collectif, on efface un second capitaine qui a mené l'abordage, parce que le commandant officiel doit apparaître comme l'unique responsable. On confond deux Hendrik. On transforme Lucifer en autre chose, parce que le greffier n'aime pas ce nom, ou parce qu'il ne le comprend pas, ou parce qu'il le juge indécent. Et des décennies plus tard, un compilateur lit ses papiers, reconstruit une histoire,
et le nom ressort, mais comme une silhouette. Hendrik Lucifer, né en 1583, arrive donc à l'âge adulte dans un monde où la mer est un champ de bataille comptable, où l'on tue pour des cargaisons et où l'on plaide pour des caisses, où l'on prie pour le vent et où l'on calcule les intérêts, où l'on peut être courageux et pourtant disparaître des livres, parce que la gloire est une monnaie que l'on frappe dans les capitales, pas sur les ponts glissants. On imagine son visage sans pouvoir le décrire avec certitude, un visage tanné, des yeux plissés par le sel, une barbe courte, des lèvres serrées. On imagine une voix qui doit porter par-dessus le vent, une voix qui doit donner des ordres clairs, cargaise, lofèze, virer, feu. On imagine un homme qui sait que la discipline est la seule chose qui sépare un navire de guerre d'une bande armée. On imagine aussi un homme qui sait sourire aux investisseurs, parce qu'il faut obtenir des fonds, des canons, des hommes. Un homme qui passe d'un monde à l'autre. Le quai et le bureau, la taverne et le tribunal, la prière et la poudre. Et pendant que son nom flotte ainsi, incertain, l'époque, elle, est solide. Les dates sont là, comme des clous, 1541, rupture avec l'Espagne. 1602, naissance de la VOC, modèle de guerre commerciale. 1609, trêve qui change les règles sans changer les appétits. 1621, reprise des hostilités et création de la WIC, qui transforme l'Atlantique en entreprise. Tout cela forme une rampe de lancement. Une rampe qui mène vers Cuba, vers les routes de la flotte des Indes, vers ces eaux où l'on peut, en une seule interception, faire trembler des comptoirs à Amsterdam et des bureaux à Madrid. Mais avant le grand coup, avant les récits de trésors, il y a cette longue préparation invisible, des années de navigation, de petites prises, de tempêtes, de maladies, de négociations, des années où l'on apprend à reconnaître la silhouette d'un navire à l'horizon, à deviner sa nationalité à sa voilure, à lire sa vitesse, à anticiper sa manœuvre. Des années où l'on apprend que la mer n'est pas un espace vide, mais un réseau de routes, de rendez-vous, de signaux. Des années où l'on apprend que l'ennemi n'est pas seulement l'espagnol armé, mais aussi le temps, la faim, la corruption, la paperasse. Dans les Provinces-Unies, on aime raconter les grands noms, ceux qui deviendront des symboles. Plus tard, Piet Hein capturera la flotte au trésor en 1628, et son nom sera gravé dans la mémoire nationale comme une médaille. Cornelis Joel, Houdbin, deviendra une figure de corsaire redoutée. Eux, on les imprime, on les chante, on les peint. Mais autour d'eux, combien d'hommes ont navigué, combattu, capturé, perdu, gagné, sans que leur nom se fixe? Combien de Hendrik, de Jean, de Cornelis, de Pieter, dont les actes ont nourri la machine sans nourrir la légende? Hendrik Lucifer semble être de ceux-là, un homme qui avance dans les interstices, qui dépend d'un système qui a besoin de lui mais qui n'a pas besoin de le célébrer, un homme qui, pour exister, doit rapporter des preuves autant que des prises, un homme qui sait que le coffre scellé n'est pas seulement une caisse de bois, c'est un futur verdict, et que la mer, elle, ne garde pas les archives, elle garde seulement les épaves. Quand on ferme les yeux et qu'on écoute le bruit d'un port néerlandais au début du XVIIe siècle, on entend des marteaux sur les membrures, des cris de dockers, des cloches d'église, des jurons en plusieurs langues, le claquement des voiles qu'on hisse pour les sécher. On sent la fumée des poêles, le poisson, le goudron. On voit des hommes qui portent des barils, des femmes qui vendent du pain, des enfants qui courent entre les cordages. On voit des affiches, des proclamations, des listes de prises. On voit des navires qui partent vers l'est, vers l'ouest, vers le nord. Et parmi ces départs, il y a celui d'un homme né en 1583, portant un nom qui dérange, un nom qui glisse, un nom qui, quelque part, au large de Cuba, sera associé à un coffre verrouillé dans une cale, à une promesse de richesse et à une trace qui, déjà, commence à s'effacer. La première fois que l'Atlantique se referme derrière un navire, ce n'est pas un grand moment héroïque. C'est un détail. Une ligne de côte qui s'abaisse, qui devient une bande grise, puis rien. Et soudain, tout ce qui comptait à terre, les cloches, les marchés, les visages, se réduit à une idée. Devant, il n'y a plus que le vent, l'eau et cette mécanique de bois et de toile qui doit tenir, jour après jour, sans atelier, sans charpentier de quai, sans autre secours que les mains de l'équipage. Pour un marin des Provinces-Unies au début du XVIIe siècle, l'Ouest n'est pas un mythe, c'est une direction de travail. On y va comme on va à la pêche, mais à l'échelle d'un empire. On y va parce que l'Espagne y a mis ses artères. Veracruz, Carthagène, Portobello, et surtout ce nœud cubain, la Havane, où l'argent et les marchandises se rassemblent avant de remonter vers l'Europe. On y va parce que l'argent espagnol paie des soldats en Flandre, des créanciers à Gênes, des arsenaux, des forteresses. On y va parce que frapper là-bas, c'est faire saigner ici, et on y va avec des papiers. La lettre de marque, la commission, l'autorisation, le sceau.
Dans les tavernes, on parle de canon et de prise. Dans les bureaux, on parle de juridiction. Un corsaire n'est pas un pirate parce qu'il a une signature au-dessus de sa tête, comme un halo administratif. Mais ce halo est fragile. Il dépend d'une date, d'un état de guerre, d'une trêve, d'un pavillon aperçu à l'horizon, d'un manifeste de cargaison trouvé dans une cabine. Il dépend aussi de la manière dont on écrit un nom. Et un nom comme Lucifer, dans une Europe où les mots sont des armes, peut être un fardeau autant qu'un étendard. Dans les registres, un greffier peut hésiter. Lucifer, Lucifero, Lucifer ou simplement Hendrik. Les ports avalent les identités. Les marins changent de navire, de province, de patron, parfois de confession affichée, souvent de langue. Un même homme peut être Hendrik sur un contrat, Enrique dans une plainte espagnole, Henry dans une note anglaise, et quand, des années plus tard, un compilateur cherche une trace, il trouve des fragments qui ne s'emboîtent pas. Alors il reconstruit, il suppose, il attribue, et l'homme réel, lui, continue de glisser. Mais sur mer, on ne glisse pas, on tient. La traversée vers les Caraïbes commence bien avant les palmiers. Elle commence dans l'odeur de cale, barils de bière, eau douce qui tourne, biscuits durs comme des planches, pois secs, lard salé, fromage, parfois un peu de vinaigre pour tromper la soif. Elle commence dans le bruit des pompes, parce qu'un navire, même neuf, boit l'eau. Elle commence dans les cordages qui grincent, dans les mains qui goudronnent, dans les ongles noirs, dans les épaules qui portent. Elle commence aussi dans la discipline, qui monte la garde, qui tient la barre, qui grimpe au haut-banc, qui nettoie, qui répare, qui surveille les prisonniers quand il y en a, et il y en a vite, car la route vers l'ouest n'est pas un couloir vide. C'est un espace où se croisent des navires de commerce, des pêcheurs, des bâtiments armés, des neutres, des faux neutres, des navires, qui portent un pavillon et en cachent un autre dans un coffre. On s'observe à distance, on jauge la voilure, la coupe de la coque, la manière de tenir le vent, on devine la nationalité à des détails, la forme d'un château arrière, la façon de gréer une voile, la discipline visible sur le pont. On se rapproche, on se détourne, on feint, on attend. L'attente, c'est la vraie matière de la course. Des heures à regarder une ligne d'horizon qui ne change pas, des jours à suivre une route supposée, à espérer croiser un retardataire, un navire isolé, un messager, et quand enfin une voile apparaît, tout se contracte. Les ordres deviennent courts, les hommes courent, les canons sont dégagés, les mèches sont prêtes, on vérifie les armes à feu, on aiguise les lames, on prépare les grappins, on prépare aussi les mots, parce qu'une prise se gagne parfois sans tirer, par intimidation, par ruse, par promesse de vie sauve. Mais la Caraïbe ne ressemble pas à la mer du Nord. Là-bas, le froid mord, le brouillard avale, les bancs de sable piègent. Ici, la chaleur colle. Elle colle aux vêtements, aux cordages, aux pensées. Elle accélère tout. La fatigue, la colère, la pourriture. Les vivres se gâtent plus vite. L'eau douce devient un trésor plus précieux que l'argent parce qu'on ne boit pas des pièces. Les fièvres arrivent sans prévenir. Un homme se plaint d'un mal de tête, puis il délire, puis il ne se lève plus. Les moustiques font leur travail la nuit, invisibles, méthodiques. Les plaies s'infectent. Les gencives gonflent. Le scorbut, ce mot qui fait peur, n'a pas besoin de froid pour s'installer. Il a besoin de temps et de carence. Et le temps en mer est un ennemi qui ne se montre pas. Alors on cherche des havres, des anses, des îlots, des rivières. On apprend à lire la couleur de l'eau. Le bleu profond, c'est la sécurité relative. Le vert clair, c'est le sable, les hauts fonds. Le turquoise trop parfait, c'est parfois le récif qui attend. On apprend les passes, ces portes étroites entre des rochers, où un pilote local vaut une fortune. On apprend les courants, ces fleuves invisibles qui vous poussent sans bruit. Autour de Cuba, ils sont rois. Ils vous portent vers la Floride, vers le canal de Bahama, vers la grande route de retour des galions. Ils peuvent aussi vous jeter sur une côte si vous les sous-estimez. Et c'est là que la guerre devient une affaire de renseignement. Un corsaire ne chasse pas au hasard. Il chasse avec des oreilles. Les oreilles des marchands, des contrebandiers, des capitaines de cabotage, des pêcheurs, des esclaves qui ont entendu des conversations. Sur un quai, des prisonniers qu'on interroge, parfois avec douceur, souvent avec menace. On achète des informations comme on achète du chanvre. On paye en pièces, en marchandises, en promesses. On échange des nouvelles. Tel convoi est parti, tel autre est retardé, tel port manque de vivres, tel gouverneur a renforcé ses patrouilles, tel navire transporte des caisses scellées, et ces caisses ne sont pas du sucre. Dans ce monde, le coffre scellé n'est jamais loin. Il est dans les rumeurs avant d'être dans la cale. On en parle comme d'un animal qu'on n'a pas encore vu, mais dont on suit les traces. Un coffre scellé, c'est une promesse de richesse, oui,
Mais c'est aussi une promesse de complication. Parce que ce coffre, une fois pris, doit rester intact pour être une preuve. Il doit arriver au port avec ses marques, ses sceaux, ses ferrures. Il doit être présenté devant des hommes en robe, devant des notaires, devant des représentants d'amirauté, devant des investisseurs, qui ont mis de l'argent dans l'expédition, et chacun, en le regardant, voit sa part. Chacun voit aussi la possibilité que quelqu'un ait déjà pris la sienne en mer. La tentation est une maladie aussi dangereuse que la fièvre. Un équipage de course n'est pas une communauté de saints. C'est un assemblage de compétences et de désespoir. Des hommes qui ont fui des dettes, des hommes qui cherchent une dot, des hommes qui veulent acheter une maison, des hommes qui n'ont plus rien à perdre. On leur promet une part du butin. Et cette promesse est écrite parfois dans des articles de bord. Mais entre l'écrit et la réalité, il y a la violence, il y a le capitaine qui doit tenir. Il y a les officiers qui doivent surveiller. Il y a les nuits où un homme, en passant près d'une cale verrouillée, se dit qu'un petit sac de pièces ne manquera à personne. Et il y a les punitions, parce qu'un navire ne survit pas sans peur. Hendrik Lucifer, s'il est déjà dans ses eaux au début des années 1620, n'y arrive pas comme un novice. Il arrive avec des années de mer dans le corps. Il arrive avec cette dureté particulière des marins du Nord, mais il doit l'adapter à un monde où la mort a d'autres formes. Il doit apprendre à économiser l'eau, à éviter les mouillages malsains, à reconnaître les signes d'un ouragan avant qu'il ne soit trop tard, cette chaleur lourde, ce ciel qui se ferme, ce silence étrange des oiseaux, puis le vent qui tourne et qui devient une main géante. Les saisons dictent tout. Dans les Caraïbes, on ne planifie pas seulement selon la politique, on planifie selon le ciel. On sait que certains mois sont des pièges. On sait que les convois espagnols attendent des fenêtres météorologiques. On sait que la Havane n'est pas seulement un port, c'est une salle d'attente. Les navires y arrivent, s'y regroupent, y réparent, y prient, y comptent. Et quand ils partent ensemble, parce que l'union est leur armure. Alors comment les frapper? On ne frappe pas une flotte par bravoure. On la frappe par opportunisme. On cherche les retardataires. Les navires qui ont cassé un mât, ceux qui ont pris du retard à cause d'une voie d'eau, ceux qui ont dû s'arrêter pour enterrer des morts. On cherche les navires de liaison, les petits bâtiments qui transportent des dépêches, des fonds, des marchandises précieuses mais moins protégées. On cherche aussi les moments où la discipline espagnole se relâche, où un capitaine croit être en sécurité parce qu'il voit la côte, de Cuba parce qu'il pense que les patrouilles suffisent, et on joue avec les pavillons. La mer est un théâtre où le costume compte. Un navire peut approcher sous pavillon neutre ou sous un pavillon emprunté, jusqu'à la distance où l'on ne peut plus fuir. Puis on hisse les vraies couleurs, on tire un coup de semonce. On crie des ordres dans une langue que l'ennemi comprend à moitié, on montre les canons. On promet la vie sauve si l'on se rend, et parfois cela suffit. Parce que les marchands n'ont pas envie de mourir pour une cargaison qui appartient à un roi lointain. Mais parfois cela ne suffit pas, alors la fumée arrive. Le combat naval de cette époque n'est pas toujours une grande bataille rangée. Souvent c'est une poursuite, un échange de bordées, une tentative de briser le gréement adverse plutôt que de couler. Couler un navire, c'est perdre la prise. Un corsaire veut capturer, pas envoyer au fond. Il vise les mâts, les cordages, les voiles. Il vise la capacité de fuir. Il vise aussi le moral. Un boulet qui traverse un pont, qui arrache une rambarde, qui emporte une jambe, fait plus que tuer. Il persuade. Et quand le navire ennemi ralentit, quand il abat, quand il montre un signe de reddition, le moment le plus dangereux commence, l'abordage. On lance les grappins, on tire, les coques se touchent, le bois grince comme un animal. Les hommes sautent. Le pont est glissant, couvert de cordages, de débris, de sang. La fumée pique les yeux. On entend des cris, des prières, des ordres. On se bat à quelques pas. On ne voit pas l'ensemble. On voit un visage, une lame, une main qui tremble. Et au milieu de ce chaos, il y a une pensée froide. Il faut prendre le navire intact. Il faut prendre la cabine du capitaine. Il faut prendre les papiers. Il faut prendre les coffres. Les papiers, toujours les papiers. Un navire capturé sans documents, c'est une prise qui peut se retourner contre vous. Les manifestes de cargaison, les lettres, les journaux de bord, les passeports, les autorisations, tout cela devient une arme juridique. On les met dans un sac, on les garde au sec, on les protège comme on protège une bourse d'or, parce que l'or sans preuve peut être contesté, et contesté, il peut être perdu. C'est là que la course révèle son visage le plus moderne. Elle est une violence qui doit se justifier. Dans les Provinces-Unies, les tribunaux d'amirauté ne sont pas des décorations, ils décident. Ils tranchent, ils peuvent déclarer une prise bonne ou mauvaise. Ils peuvent ordonner la restitution. Ils peuvent punir un capitaine qui a dépassé sa commission.
Ils peuvent aussi, et c'est le plus cruel, retarder le paiement pendant des mois, pendant des années, le temps que les plaintes soient examinées, que les témoins soient entendus, que les parts soient calculées. Un équipage peut rentrer avec une cale pleine et mourir de faim avant de toucher sa part, parce que la justice a son rythme, et ce rythme n'est pas celui de la mer. Alors, en mer, on triche parfois, on prélève, on cache, on oublie une caisse, on ouvre un coffre trop tôt, et chaque fois on crée une fissure dans la discipline. Un capitaine qui laisse faire perd son autorité. Un capitaine qui punit trop durement risque la mutinerie. Il marche sur une corde raide, au-dessus d'un océan. Hendrik Lucifer, dans ce monde, doit être un homme de contrôle. Pas un romantique, un gestionnaire de violence. Un homme qui sait que la peur est un outil, mais qu'elle doit être dosée. Un homme qui sait parler aux marins comme on parle à des chevaux nerveux, fermement, sans hésitation, sans trop d'explications. Un homme qui sait aussi parler aux intermédiaires dans les ports, aux marchands qui fournissent des vivres, aux charpentiers qui réparent, aux informateurs qui vendent des nouvelles. Un homme qui sait que la Caraïbe est un réseau, pas un désert. Et ce réseau a ses lieux. Il y a les grands ports espagnols, fortifiés, surveillés, où l'on ne s'approche pas sans risquer une volée de canons. Il y a les petites anses, où l'on peut débarquer de nuit pour remplir des barils d'eau, couper du bois, chasser un peu. Il y a les îles où l'on trouve des communautés de contrebandiers, des gens qui vivent entre les empires, qui vendent du tabac à qui payent, qui échangent des informations contre des tissus, des outils, des armes. Il y a les zones où les Espagnols patrouillent et celles où ils ne patrouillent pas assez. Il y a les passes autour de Cuba, ces portes où l'on peut attendre, caché derrière une pointe, en observant la mer comme un chasseur observe une clairière. Et il y a la Havane, toujours. La Havane comme aimant. La ville, au début du XVIIe siècle, n'est pas seulement une place forte, c'est une machine logistique. On y répare des coques, on y stocke des vivres, on y rassemble des équipages, on y organise des départs. Les fortifications se renforcent, les canons regardent la mer, les gouverneurs écrivent des rapports, les prêtres bénissent des navires. On sait que les Hollandais rôdent, on sait que les Anglais rôdent, on sait que les Français rôdent, et pourtant il faut partir. Parce que rester, c'est perdre du temps, et perdre du temps, c'est risquer la saison des tempêtes. Dans les années 1620, la reprise de la guerre après la trêve de 12 ans a remis de l'huile sur le feu. La création de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, la WIC, a donné une structure, de l'argent, des objectifs. On ne parle plus seulement de prise opportuniste, on parle de stratégie. On parle de frapper l'Espagne là où ça fait mal. On parle de capturer des cargaisons, de perturber les convois, de prendre des positions. On parle de transformer la mer en champ de bataille permanent. Mais cette institutionnalisation a un effet pervers. Elle fabrique des héros officiels et des exécutants invisibles. Un capitaine peut mener une action décisive et ne pas être celui dont le nom restera, parce qu'il est second, parce qu'il commande un bâtiment auxiliaire, parce qu'il agit sous les ordres d'un autre, parce que les rapports de la compagnie privilégient le commandant général, parce que les chroniqueurs aiment les noms simples, les figures uniques, parce que l'État a besoin de symboles, et parce que parfois un nom trop étrange, trop chargé, trop diabolique, pour des oreilles pieuses, est moins commode à célébrer. Lucifer. Même prononcé sans ironie, il dérange. Alors on peut imaginer Hendrik dans cette zone grise, assez important pour être mentionné, pas assez pour être canonisé. Un homme qui fait le travail, qui prend des risques, qui ramène des prises, mais dont la trace se fragmente. Un homme qui, dans les Caraïbes, apprend aussi une autre forme de brutalité, car la course là-bas n'est pas seulement une guerre entre États, elle se nourrit d'un monde colonial où la violence est déjà installée, les plantations, l'esclavage, les garnisons, les révoltes, les punitions. Un corsaire arrive dans un théâtre où la cruauté est une langue commune, il peut s'en indigner, mais il en profite. Il peut se dire qu'il combat l'Espagne, mais il commerce avec des gens qui vivent de la même exploitation. Il peut se croire instrument de liberté, mais il dépend d'un système de profit qui ne connaît pas la morale, seulement les comptes. Et les comptes, encore une fois, ramènent au coffre. Le coffre scellé dans les Caraïbes n'est pas seulement une caisse de pièces. Il peut contenir des lettres de change, des documents, des bijoux, des objets liturgiques, des perles, des lingots. Il peut contenir aussi des papiers qui valent plus que l'or, des listes, des itinéraires, des noms de correspondants, des informations. Sur les départs de convois, un coffre peut être une arme de renseignement, et c'est peut-être là que Hendrik Lucifer se distingue. Non pas par une prise spectaculaire immédiatement, mais par une capacité à comprendre que le vrai trésor, parfois, c'est ce qui est écrit. Un capitaine intelligent ne se contente pas de piller. Il lit, il fait lire, il interroge, il recoupe.
Il garde des prisonniers utiles. Il traite certains avec une dureté calculée, d'autres avec une politesse qui surprend, parce qu'il veut qu'ils parlent. Il sait que la prochaine prise dépend de la précédente. Il sait que la mer est un jeu de chaînes. Une capture donne une information donne une embuscade donne un coffre donne un procès donne une réputation donne des investisseurs donnent un navire plus rapide, plus armé, plus capable. Une tempête peut disperser une escadre, une fièvre peut tuer un pilote, un prisonnier peut mentir, un informateur peut vendre la même information à l'espagnol, un gouverneur espagnol peut tendre un piège, envoyer un navire à pas, faire semblant d'être isolé, puis faire surgir une patrouille. Un corsaire peut se retrouver chasseur et proie en 1 heure. Et dans ces moments-là, la différence entre un capitaine et un cadavre tient à des décisions prises en quelques secondes. Virer de bord, couper un câble, jeter des canons par-dessus bord pour gagner de la vitesse, abandonner une prise trop lourde, sacrifier une partie du butin pour sauver le navire. Sacrifier un coffre, voilà un blasphème pour un investisseur, mais parfois c'est la seule manière de rentrer vivant. On imagine Hendrik Lucifer dans une nuit chaude, au large d'une côte qu'on devine à peine, avec une brise qui tombe, le navire avance lentement, les hommes transpirent, les moustiques trouvent même la mer. Au loin, une lumière, peut-être un feu de pêcheur, peut-être un signal. On ne sait pas, on ne sait jamais. Et c'est cette ignorance permanente qui use. La mer des Caraïbes, malgré sa beauté, est une mer de soupçons. Chaque voile peut être un ennemi, chaque île peut cacher une batterie, chaque mouillage peut être surveillé, alors on devient paranoïaque, ou on meurt. Dans les journaux de bord de l'époque, quand ils existent, quand ils survivent, on lit souvent des phrases sèches. Vent d'est, mer belle, rien en vue. Puis soudain, voilà l'horizon. Et tout bascule. La vie d'un corsaire est faite de ces bascules, et c'est dans ces bascules que se forge une réputation, même si elle ne se fixe pas dans les livres. Hendrik Lucifer, dans les années 1620, est au cœur d'un monde où les Provinces-Unies cherchent à transformer la mer en levier politique. La WIC veut des résultats. Les investisseurs veulent des dividendes. Les amirautés veulent leur part. Les équipages veulent leur solde et leur butin. Et l'Espagne, elle, veut protéger ses routes, parce que sans elle, l'Empire s'étouffe. Cuba devient alors plus qu'une île. Elle devient une idée stratégique. Un carrefour, un piège. Un endroit où l'on peut attendre, où l'on peut frapper, où l'on peut se faire prendre. Et dans ce carrefour, un homme dont le nom glisse entre les archives apprend à devenir invisible quand il le faut, invisible pour les patrouilles, invisible pour les chroniqueurs, invisible parfois même pour ses propres supérieurs, si cela lui permet d'agir. Car la course, surtout quand elle se rapproche d'une compagnie comme la WIC, est aussi une guerre de rivalités internes. Qui obtient la commission? Qui obtient le meilleur navire? Qui reçoit les informations en premier? Qui est crédité de la prise? Qui signe le rapport? Qui parle au tribunal? Un capitaine peut gagner en mer et perdre à terre. On revient toujours à cette scène. Le navire rentre, ou du moins atteint un port ami, avec une prise. La cale est verrouillée. Les coffres sont scellés. Les prisonniers sont comptés. Et au lieu d'une célébration immédiate, on entre dans un autre monde, celui des inventaires, des témoignages, des plaintes. Les armateurs arrivent, les représentants d'amirauté, les notaires. On ouvre les caisses sous surveillance. On note chaque objet. On estime. On discute. On soupçonne. On accuse. On se souvient de tel marin qui, pendant la traversée, a soudain eu de l'argent pour acheter du rhum. On se souvient de tel officier qui a passé trop de temps près de la cale. On se souvient de tout parce que l'argent rend la mémoire précise. Et si le nom du capitaine est mal écrit, si la commission est ambiguë, si la prise a été faite dans une zone contestée, si le navire, capturé, prétend être neutre, alors le coffre scellé devient une pièce à conviction. Il n'est plus un trésor, il est un dossier. Dans ce dossier, Hendrik Lucifer peut disparaître. Son rôle peut être réduit, son nom peut être déformé, un autre peut être mis en avant. Et plus tard, quand on cherchera à raconter l'histoire, on trouvera peut-être une mention. Lucifer, corsaire hollandais, actif près de Cuba, une phrase, une ombre. Et pourtant, derrière cette ombre, il y a des nuits de veille, des combats, des fièvres, des négociations, des décisions qui ont coûté des vies. La Caraïbe, à cette époque, est un endroit où l'on apprend vite que la gloire est une marchandise comme une autre. Elle se vend, elle s'achète, elle se distribue, elle se confisque. Les compagnies et les États la monopolisent parce qu'elle sert à recruter, à lever des fonds, à justifier des guerres. Un nom célèbre attire l'argent. Un nom célèbre rassure les actionnaires.
Un nom célèbre devient un outil politique. Un nom incertain, lui, reste dans les marges. Et Hendrik Lucifer, justement, semble marcher sur cette ligne, assez proche des grands événements pour être associé à un trésor espagnol. Au large de Cuba, mais assez loin des grandes compilations pour ne pas être une évidence, cela ne signifie pas qu'il n'a rien fait. Cela signifie que la machine de mémoire a ses préférences. Elle aime les victoires nettes, les dates claires, les commandants incontestés. Elle aime les récits où un homme incarne une nation. Elle aime plus tard un Piet Hein en 1128, parce que c'est propre, spectaculaire, documenté, utile. Mais avant 1628, il y a toute une mer de coups moins célèbres, de prises partielles, de trésors fragmentés, de navires interceptés, de cargaisons détournées, de caisses scellées qui changent de main dans l'ombre des passes cubaines. Il y a des capitaines qui font le sale travail de l'érosion. Ils ne prennent pas tout d'un coup, ils grignotent. Ils fatiguent l'ennemi. Ils obligent l'Espagne à dépenser plus en escorte, en fortification, en patrouille. Ils rendent chaque traversée plus chère, plus lente, plus risquée. Ils transforment l'océan en taxe invisible. C'est une guerre d'usure, une guerre de nerfs. Une guerre où l'on peut être décisif sans être célèbre. On imagine Hendrik Lucifer dans une anse discrète en train de faire caréner son navire. Cette opération ingrate où l'on incline la coque, où l'on gratte les coquillages, où l'on goudronne, où l'on répare. Les hommes travaillent dans l'eau jusqu'aux genoux, le soleil brûle, les insectes attaquent. On surveille la mer parce qu'une patrouille espagnole peut surgir. On garde les armes à portée. On boit peu parce que l'eau est comptée. On mange ce qui reste. Et pendant ce temps, le capitaine pense à la prochaine prise. Il pense aux routes, il pense aux rumeurs, il pense à ce coffre scellé qu'il n'a pas encore, mais qui déjà pèse sur ses décisions. Car le trésor, avant d'être capturé, est une obsession qui organise la vie. Et plus on s'approche de Cuba, plus cette obsession devient concrète. Les silhouettes de navires espagnols ne sont plus des hypothèses. Elles sont des réalités. Les patrouilles sont plus fréquentes. Les signaux de côte existent. Les forts regardent. Les pilotes locaux deviennent indispensables. Les erreurs se paient plus cher. Un navire corsaire qui se trompe de passe peut se retrouver sous le feu d'une batterie. Un navire qui s'attarde trop près d'un port peut être encerclé. Un navire qui capture un bâtiment trop près de la côte peut déclencher une poursuite immédiate. Alors on apprend à frapper vite, à disparaître, à ne pas s'attacher à une prise trop lourde, à choisir, parce qu'on ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout ramener. Et dans ce choix, il y a une brutalité froide. Parfois, on brûle ce qu'on ne peut pas emporter. On jette à la mer ce qui ralentit. On libère des prisonniers parce qu'on ne peut pas les nourrir. Ou on les garde parce qu'ils valent une rançon. Chaque décision est un calcul moral et matériel, et la mer ne juge pas. Elle enregistre seulement les conséquences. Hendrik Lucifer, dans ce théâtre, devient un homme de seuil, seuil entre guerre et commerce, seuil entre légalité et prédation, seuil entre visibilité et effacement. Et plus il avance, plus son nom, paradoxalement, peut devenir un handicap, parce qu'un nom trop marqué attire l'attention, parce qu'un nom trop étrange se retient et être retenu n'est pas toujours souhaitable quand on vit de la surprise. Alors peut-être qu'il utilise des variantes, peut-être qu'il laisse d'autres parler pour lui, peut-être qu'il signe rarement, peut-être qu'il est capitaine Hendrik sur un document, Lucifer sur un autre, et rien du tout sur un troisième. Peut-être qu'il est lieutenant d'un autre, et que son action se fond dans celle du commandant officiel. Peut-être qu'il commande un bâtiment de soutien, celui qui coupe la route, celui qui poursuit, celui qui prend le navire qui tente de fuir pendant que le gros de l'escadre engage. Ce rôle-là est crucial. Et ce rôle-là est souvent ingrat pour la mémoire. On arrive ainsi à une vérité presque cruelle. Dans la course, l'exploit n'est pas seulement de capturer. L'exploit, c'est d'être crédité. Et pour être crédité, il faut des papiers, il faut des témoins, il faut des rapports, il faut des alliés à terre, il faut des investisseurs qui parlent de vous. Il faut une compagnie qui a intérêt à vous mettre en avant. Il faut parfois un nom qui sonne bien dans une chanson. Lucifer ne sonne pas bien dans une chanson pieuse. Alors il reste pour l'instant dans la chaleur des passes cubaines, dans les odeurs de goudron et de sueur, dans les nuits où l'on écoute le vent comme on écoute un animal, dans les jours où l'on scrute l'horizon jusqu'à en avoir mal aux yeux. Il reste dans cette zone où l'histoire se fabrique sans encore se raconter. Il accumule de l'expérience, des contacts, des rancunes, des dettes. Il apprend les habitudes espagnoles, leurs horaires, leurs routes, leurs réflexes. Il apprend aussi les faiblesses néerlandaises, la cupidité des investisseurs, la lenteur des tribunaux, la fragilité des équipages. Quand la fièvre s'installe, et au centre de tout, comme un battement régulier, il y a cette image, une cale verrouillée, une caisse cerclée de fer,
un seau de scie, un coffre scellé qui n'est pas encore là, mais qui déjà commande les gestes, les silences, les mensonges, les prières, parce qu'un trésor dans cette guerre n'est jamais seulement un trésor, c'est une preuve, c'est un contrat, c'est une bombe politique, c'est une tentation. Et c'est pour un homme dont le nom se perd facilement, peut-être la seule chance de laisser une trace qui résiste au sel. On ne capture pas un trésor comme on ramasse une bourse tombée sur un quai. On le capture d'abord dans la tête, longtemps avant de le voir. On le capture dans les calculs, dans les cartes froissées, dans les conversations à voix basse, dans ces silences où chacun comprend qu'il y a quelque part une cale verrouillée qui vaut plus que la vie de tous ceux qui la convoitent. Au large de Cuba, la mer a une manière particulière de se donner en spectacle. Le matin, elle peut être d'un bleu presque insolent, lisse comme une plaque d'acier poli, et l'après-midi, sans prévenir, elle se couvre de moutons blancs, elle se ride, elle se cabre, elle vous rappelle que vous n'êtes qu'un morceau de bois chargé d'hommes, de poudre et de faim. La lumière est dure, elle écrase les reliefs, elle fait briller les ferrures, elle transforme les voiles en draps aveuglants, et dans cette lumière, tout se voit, sauf ce qui compte vraiment. Les courants, eux, restent invisibles. Ils tirent, ils poussent, ils décalent un navire de quelques milles pendant la nuit, et ces quelques milles autour de Cuba peuvent être la différence entre une embuscade réussie et une coque ouverte sur un récif. Cuba n'est pas seulement une île, c'est une serrure, et la clé c'est le canal de Bahama, c'est le passage obligé, c'est la route de retour, celle qui remonte vers l'Europe avec l'argent, les lettres, les marchandises, les preuves de l'Empire. Les Espagnols le savent, les Hollandais le savent, les Anglais le savent, les Français le savent, tout le monde le sait. Et pourtant, tout le monde tente, parce que l'Empire espagnol, au début du XVIIe siècle, ressemble à un géant qui marche sur des jambes de papier. Il est immense, il est riche, il est armé, il est sacré, mais il dépend de convois, de calendrier, de port, de vent, de décisions prises à Séville, à Madrid, à La Havane, et exécutées par des hommes qui ont peur de la fièvre autant que des canons. La flotte des Indes n'est pas une abstraction, c'est une routine. Une routine qui peut être brisée, et la routine, c'est ce que chasse un corsaire. Hendrik Lucifer, dans les récits secondaires qui le font apparaître comme un homme de mer actif dans ses eaux, n'a pas besoin d'être un grand nom pour comprendre l'essentiel. On ne s'attaque pas à la forteresse, on s'attaque à la charnière. On ne mord pas le poing, on mord le tendon. On ne cherche pas forcément le galion le plus lourd, le plus armé, celui qui porte la gloire et la mort. On cherche le navire qui transporte la valeur sans transporter la légende. Le bâtiment de liaison, le marchand pressé, le retardataire. Le navire qui a quitté le groupe pour réparer, pour chercher de l'eau, pour enterrer des hommes, pour fuir une tempête. Le navire qui croit être déjà sauvé parce qu'il voit la côte. La préparation d'un coup dans la Caraïbe commence par une chose qui n'a rien de romantique. L'information, pas l'information héroïque, pas le grand secret arraché à un espion dans une ruelle. L'information sale, morcelée, contradictoire. Une phrase entendue dans une taverne de contrebandiers. Un pilote qui a trop bu et qui parle. Un prisonnier espagnol qui veut vivre et qui invente. Un marchand qui veut vendre du tabac et qui ajoute un détail pour rendre sa marchandise plus précieuse. Un capitaine de cabotage qui a vu de loin une voile lourde et qui jure qu'elle portait des caisses. Et puis, au milieu de ce bruit, un motif qui revient, toujours le même. Des coffres, des caisses scellées, des marques de cire, des ferrures neuves, des hommes qui surveillent la cale comme on surveille un hôtel, le coffre scellé, encore lui. Dans ce monde, un coffre scellé n'est pas seulement une promesse de richesse, c'est une promesse de procédure. Il faut le prendre intact, il faut le garder intact, il faut le présenter intact, et il faut surtout pouvoir prouver qu'il était bien là, qu'il venait bien d'un navire ennemi, qu'il a été pris dans les règles de la commission. La mer peut être un champ de bataille, mais la terre, elle, est un tribunal. Et le tribunal n'a pas l'odeur de la poudre, il a l'odeur de l'encre. Alors, avant même de tirer un coup de canon, un capitaine corsaire pense à la suite. Il pense à ce qu'il dira, à ce qu'il montrera, à ce qu'il fera signer. Il pense aux papiers qu'il devra saisir dans la cabine du capitaine espagnol, manifestes, lettres, journaux, passeports, certificats. Il pense aux témoins, qui parmi ses officiers pourra jurer sous serment. Il pense aux sceaux, comment les préserver de l'eau, du feu, des mains trop curieuses. Il pense à la cale verrouillée comme à une pièce de théâtre dont il faudra rejouer la scène devant des hommes en robe, et pendant qu'il pense, il doit aussi survivre. Car la mer des Caraïbes, quand on la fréquente longtemps, vous apprend une vérité brutale. L'ennemi n'est pas seulement l'espagnol, l'ennemi c'est la chaleur qui fait tourner l'eau douce, c'est la viande salée qui devient une punition, c'est le biscuit qui se peuple de charançons,
C'est la fièvre qui vous prend un matelot le matin et vous le rend mort le soir. C'est la dysenterie qui vide un équipage plus sûrement qu'une bordée. C'est la coque qui se couvre de coquillages et qui ralentit. Et ce ralentissement dans une poursuite, c'est une condamnation. On carène quand on peut, on gratte, on goudronne, on répare. On travaille dans une anse où l'eau est claire et traîtresse, où les hommes ont les jambes dans la mer et les yeux sur l'horizon. On garde des sentinelles, on garde des armes, on garde la poudre au sec, on garde aussi les nerfs. Parce qu'une patrouille espagnole peut surgir comme un couteau, sans prévenir, et un navire incliné en réparation est un navire vulnérable, un navire qui ne peut pas fuir, un navire qui doit se battre à moitié nu, c'est dans ces moments-là qu'un capitaine se révèle, pas quand il pose pour un portrait, quand il décide en sueur, avec des hommes malades, des vivres qui diminuent, et une rumeur de trésors qui flotte comme une odeur. Le coup, celui qu'on attribue à Hendrik Lucifer au large de Cuba, ne peut pas être compris comme un duel simple, deux navires, un vainqueur, un coffre. Il faut imaginer une chaîne, une suite de gestes, une suite de choix, et surtout une fenêtre de temps. Les Espagnols, pour remonter vers l'Europe, attendent des conditions. Ils attendent que les navires soient rassemblés, que les réparations soient faites, que les vivres soient chargés, que les ordres soient clairs. Ils attendent aussi que la saison ne soit pas trop dangereuse. Les ouragans ne lisent pas les décrets royaux. Ils frappent quand ils veulent. Et quand ils frappent, ils dispersent les flottes, ils cassent les mâts, ils jettent des navires sur les côtes, ils transforment des galions en épaves. Un corsaire peut profiter d'une dispersion. Il peut aussi en mourir. Alors on guette, on se cache. On attend derrière une pointe, dans l'ombre d'une côte, là où la terre coupe le vent et où la mer, vue de loin, ne trahit pas la présence d'un navire. On réduit la toile. On évite les feux la nuit, on parle bas, on économise les forces, on laisse les hommes dormir quand on peut, parce qu'un combat se gagne aussi avec des bras qui tiennent une pique sans trembler, et puis un jour une voile, pas une voile glorieuse, pas un grand étendard, une silhouette lourde peut-être, ou au contraire un bâtiment plus petit mais pressé, une voile qui suit une route logique, une voile qui surtout n'est pas accompagnée comme elle devrait l'être, un retardataire, un navire qui a pris du retard. Un navire qui a été séparé. Un navire qui croit pouvoir rejoindre la Havane ou quitter la Havane sans problème, parce que la mer est belle et que Dieu est espagnol. À ce moment-là, la course devient une mécanique. On approche en jouant un rôle, pavillon neutre, pavillon emprunté, pavillon qui rassure. On se place au vent, si possible, parce que le vent, c'est l'initiative. Celui qui est au vent choisit la distance. Celui qui est au vent choisit le moment. On observe le gréement adverse. On compte les canons visibles. On regarde la discipline sur le pont, on cherche des indices. Trop de soldats, trop de gardes près de la cale. Des hommes qui descendent et remontent avec précaution. Des caisses qu'on ne laisse pas traîner. Et si l'on voit, ne serait-ce qu'un instant, une caisse cerclée de fer, une caisse qu'on manipule comme une relique, alors le sang se met à battre autrement. Le coffre scellé n'est pas encore pris, mais il est déjà là, dans l'air. Le premier coup, souvent, n'est pas un coup pour tuer. C'est un coup pour convaincre. Un coup de semonce. Un boulet qui tombe devant l'étrave, un message en fer, puis des cris, des ordres, des injures, des promesses. La langue se mélange, espagnol, néerlandais, parfois un peu de français, parfois un peu d'anglais, parce que les équipages sont des mosaïques. On promet la vie sauve, on promet un traitement correct, on promet ce qu'on promet toujours, parce que la promesse coûte moins cher qu'une bordée. Si l'espagnol se rend, c'est presque trop beau. Mais il ne se rend pas toujours, par orgueil, par peur du châtiment, parce qu'un capitaine espagnol qui abandonne un trésor peut finir en prison, voire pire. Parfois, par calcul aussi, il peut espérer tenir assez longtemps pour que la côte envoie du secours, et la côte autour de Cuba n'est jamais loin. Une batterie peut tirer, une chaloupe peut partir, un signal peut être envoyé, un feu peut être allumé. La mer est grande, mais les réseaux sont serrés. Alors, si l'Espagnol résiste, on vise ce qui compte, le gréement, on coupe la fuite, on brise la capacité de manœuvre. Un boulet dans un mât, c'est un arbre qui tombe. Un cordage coupé, c'est une voile qui claque, qui se déchire, qui devient un drapeau de détresse. On ne veut pas couler. Couler, c'est perdre. On veut immobiliser. On veut prendre. La fumée de poudre sous le soleil des Caraïbes a une odeur plus âcre encore. Elle colle à la gorge, elle se mélange à la sueur, elle se mélange au sel. Les hommes toussent, les yeux pleurent. Et pourtant, il faut voir, il faut viser, il faut recharger. Les canons chauffent. Les servants travaillent comme des forgerons. Éponge, poudre, bourre, boulet, refouloir. Encore, encore.
jusqu'à ce que l'autre navire ralentisse, jusqu'à ce qu'il abat, jusqu'à ce qu'il montre un signe de faiblesse. Et là commence l'instant le plus dangereux, l'abordage. L'abordage, ce n'est pas une image de gravure. C'est un chaos de bois qui se heurte, de cordages qui fouettent, de grappins qui mordent, de cris qui se perdent dans le vent. Les coques se touchent. Le pont devient une passerelle de fortune. On saute, on glisse, on frappe, on tire à bout portant. On se bat avec des pics, des sabres, des haches, des pistolets qui ratent une fois sur deux. On se bat aussi avec la peur, parce que tomber entre deux coques, c'est disparaître sans témoin. Dans ce tumulte, un capitaine corsaire ne peut pas être partout. Il doit choisir. Il doit envoyer des hommes vers la proue, vers la poupe, vers la cabine. Il doit surtout envoyer quelqu'un vers les papiers avant l'or, les papiers avant les bijoux, les papiers avant tout. Parce que sans papier, le coffre scellé n'est qu'une caisse suspecte. Et une caisse suspecte au tribunal peut devenir une caisse perdue. On imagine la cabine du capitaine espagnol, bois sombre, odeur de cire, de cuir, de sueur, une table avec des cartes, un crucifix, un coffre plus petit, personnel, des lettres, des registres, et dans un coin peut-être un sac de documents prêt à être jeté à la mer si l'ennemi monte à bord. Les Espagnols savent, ils savent que la preuve est une arme, ils savent que l'ennemi veut les papiers, alors ils brûlent, ils déchirent, ils jettent. Ils avalent parfois des morceaux de papier comme on avale un poison pour ne pas le donner. Le corsaire doit être plus rapide que le feu. Et puis, enfin, la cale. La cale verrouillée, c'est un monde en soi. L'air y est lourd, humide, chargé d'odeurs de bois, de vin, de sucre, de cuir, de métal. On descend avec une lanterne, la lumière tremble, les ombres dansent. On entend l'eau qui clapote contre la coque. On entend parfois des rats. Et là, au milieu des barils et des ballots, on voit ce qu'on cherchait. Des caisses cerclées de fer, marquées, scellées. Des coffres qui ne ressemblent pas aux autres. Trop surveillés, trop propres, trop importants. Le coffre scellé n'est pas seulement un objet, c'est une tension. Parce qu'à l'instant où il est trouvé, il devient un aimant. Les hommes se rapprochent, les yeux brillent, les mains démangent. Et le capitaine, s'il veut rentrer vivant et riche, doit faire quelque chose de contre-intuitif. Il doit empêcher ses propres hommes de toucher. On verrouille. On met des gardes, on note, on fait témoigner, on fait jurer, on interdit, on menace. Parce que la tentation sur un navire corsaire est une force physique. Elle pousse, elle murmure, elle dit « Prends maintenant, cache, personne ne saura ». Et si quelqu'un commence, si un seul marin glisse une poignée de pièces dans sa chemise, alors la discipline se fissure, et une discipline fissurée en mer, c'est une mutinerie en gestation. Le trésor à ce stade n'est pas encore une richesse. C'est un risque. Il faut maintenant faire ce que les récits d'aventure aiment oublier, gérer la prise. Mettre un équipage de prise à bord du navire capturé, assez d'hommes pour le manœuvrer, pas trop pour ne pas affaiblir son propre bâtiment, soigner les blessés parce qu'un homme qui saigne sur le pont attire la panique, enfermer les prisonniers mais pas trop serrés parce qu'ils peuvent étouffer, et un prisonnier mort vaut moins qu'un prisonnier vivant, surtout s'il peut être échangé ou rançonné. Réparer ce qui peut l'être, parce qu'un navire capturé qui perd son mât devient un boulet qu'on traîne, et pendant tout ce temps, il faut regarder la mer. Parce que l'Espagne ne laisse pas un trésor partir sans réaction. Autour de Cuba, la réponse peut venir vite. Une frégate de patrouille, un aviso, un bâtiment armé qui sort de la Havane, une chaloupe qui file vers la côte pour donner l'alerte, un signal de fumée, un feu sur une hauteur. La côte parle, la côte prévient. Et le corsaire, lui, doit disparaître avant que la côte ne crie trop fort. C'est là que le choix devient cruel. Garder la prise ou sauver la peau. Un navire capturé ralentit. 2 navires, c'est 2 fois plus de voiles à gérer, 2 fois plus de risques de se faire repérer, 2 fois plus de chances qu'une tempête vous disperse. Mais abandonner, c'est renoncer au coffre scellé. Et renoncer au coffre scellé, c'est renoncer à la seule chose qui justifie tout. Les morts, les fièvres, les mois de mer, les dettes, contractées pour armer le navire. Alors on tente de filer, on tente de prendre un courant favorable, on tente de passer par une route moins surveillée, on tente de profiter de la nuit, on tente de se fondre dans le trafic. On tente parfois de changer de pavillon encore une fois, de jouer la comédie jusqu'au bout. Et si l'on y parvient, si l'on échappe aux patrouilles, si l'on traverse sans être rattrapé, alors commence l'autre bataille. Celle qui ne fait pas de fumée, celle qui ne laisse pas de cicatrices visibles, celle qui détruit des hommes autrement. La bataille du partage. Le port ami, ce n'est pas la fin. C'est l'entrée dans un labyrinthe. On arrive avec des voiles fatiguées, des cordages usés, des hommes maigres, des yeux cernés. On jette l'ancre.
On entend les bruits de terre, marteaux, cris, cloches, charrettes. On sent l'odeur du pain frais et cette odeur après des semaines de biscuits est presque une insulte. On croit un instant que tout est gagné. Et puis on voit les représentants, les hommes de l'amirauté, les notaires, les agents des investisseurs, les commis de la compagnie si la compagnie est impliquée. Des hommes propres, des mains sans goudron, des yeux qui comptent déjà. On scelle la cale, on scelle encore, on met des gardes, on interdit l'accès, on fait venir des témoins, on ouvre les coffres sous surveillance, on note chaque pièce, chaque lingot, chaque bijou, chaque objet, on pèse, on estime, on discute de la provenance, on discute de la légalité, on discute de la commission. Était-elle valable ce jour-là, dans ces eaux-là, contre ce type de navire-là? On discute des neutres parce que les neutres sont le poison de la course. Un navire peut prétendre être hambourgeois, danois, anglais, et porter en réalité des marchandises espagnoles. Et si l'on s'est trompé ou si l'on n'a pas assez prouvé, la prise peut être contestée, le coffre scellé dans le port devient un objet de soupçon. On le regarde comme on regarde un témoin silencieux. On cherche des traces d'ouverture. On cherche des marques de couteau sur la scie. On cherche des ferrures tordues. On cherche des incohérences. Et les hommes qui ont risqué leur vie en mer se retrouvent à devoir convaincre des hommes qui n'ont risqué que leur plume. C'est là que beaucoup de capitaines perdent ce qu'ils ont gagné. Parce que la course est une industrie. Une industrie avec ses règles, ses parts, ses taxes, ses commissions. L'amirauté prend. Les investisseurs prennent. Les armateurs prennent. La compagnie prend si elle est là. Le capitaine prend, oui, mais il doit aussi payer. Payer les réparations, payer les vivres, payer les soldes promises, payer les dettes contractées avant le départ. Et l'équipage, lui, attend. Il attend sa part. Il attend son argent. Il attend la récompense qui lui a été vendue comme une certitude. L'attente, à terre, est plus dangereuse qu'en mer. En mer, on attend en travaillant. À terre, on attend en buvant. On attend en jouant. On attend en se battant. On attend en dépensant de l'argent qu'on n'a pas encore. Et quand les mois passent, quand la justice traîne, quand les contestations s'accumulent, la colère monte. Elle monte contre le capitaine parce que le capitaine est visible. Elle monte contre les officiers parce qu'on les soupçonne d'avoir prélevé. Elle monte contre les notaires parce qu'ils parlent une langue froide. Elle monte contre le système entier, mais le système entier n'a pas de visage. Alors on cherche un visage, et souvent c'est celui du capitaine. Hendrik Lucifer, s'il a été associé à une capture de trésors au large de Cuba, a dû traverser ce marécage. Et c'est peut-être là, dans cette zone de papier et de rancune, que son nom commence à se dissoudre, parce qu'un nom dans les archives survit rarement par la seule bravoure. Il survit par les procès, par les rapports, par les lettres, par les plaintes, par les signatures. Et un homme qui agit dans l'ombre, qui commande peut-être un bâtiment secondaire, qui opère sous l'autorité d'une compagnie ou d'un commandant plus célèbre peut se retrouver réduit à une mention, à une variante orthographique, à un Hendrik sans surnom, à un Lucifer sans prénom, à une trace qui ne s'accroche pas. Il suffit d'un greffier pressé, d'une plume qui hésite, d'un registre perdu, d'un rapport qui attribue la prise au chef d'escadre plutôt qu'au capitaine qui a réellement abordé, d'un agent de compagnie qui préfère mettre en avant un nom plus utile, plus vendable, plus propre. La gloire dans ce monde est un investissement. On la place là où elle rapporte. Et pourtant le trésor, lui, a existé, au moins comme idée, comme rumeur, comme objet de convoitise. Il a existé comme coffre scellé, et ce coffre, qu'il contienne des pièces, des lingots, des perles, des lettres de change ou des documents précieux, a eu un effet immédiat. Il a attiré des ennemis. L'Espagne ne se contente pas de perdre, elle cherche à récupérer, par la force, si possible, par la diplomatie parfois, par les tribunaux aussi quand elle le peut, en contestant la légalité, en affirmant que le navire était neutre, en envoyant des agents, en achetant des témoignages. La guerre maritime n'est pas seulement une guerre de canons, c'est une guerre de récits. Qui dit quoi? Qui prouve quoi? Qui a le droit de garder ce qu'il a pris? Et dans cette guerre de récits, un homme comme Hendrik Lucifer est vulnérable, parce que son nom déjà est une anomalie, Lucifer. Dans une Europe où la religion est une frontière, où l'Espagne se voit comme le bras armé du catholicisme, où les Provinces-Unies se construisent dans une identité protestante combative, un nom pareil est un cadeau pour l'ennemi. Il est facile à diaboliser, facile à transformer en caricature, facile à utiliser dans une plainte. Voyez, ce n'est pas un corsaire légitime, c'est un démon, un pirate, un hors-la-loi. Et du côté néerlandais, ce même nom peut être embarrassant. Pas pour les marins qui ont l'habitude des surnoms, des sobriquets, des noms hérités de famille, de village, de métier.
Mais pour les hommes qui écrivent, pour les hommes qui publient, pour les hommes qui veulent représenter la course comme une guerre juste, une guerre de liberté contre la tyrannie espagnole, un Lucifer sur une affiche, sur un rapport, sur une chanson, ça grince, ça attire des sourires, ça attire des sermons, ça attire des scrupules. Alors on l'efface un peu, on le simplifie, on le tord. Et pendant que les plumes travaillent, la mer continue. Le trésor capturé au large de Cuba, quel qu'ait été son volume exact, n'est pas seulement une somme, c'est un signal. Il dit aux investisseurs, on peut gagner. Il dit aux équipages, ça vaut le coup. Il dit à la WIC, jeune institution née en 1621, que l'Atlantique peut être une machine à profits et à guerre. Il dit à l'Espagne, vos routes saignent. Et il dit aussi quelque chose de plus intime, de plus cruel. Il y a des hommes qui font le travail et d'autres qui récoltent le nom. Dans les tavernes des ports, on raconte le coup autrement. On raconte la poursuite. On raconte la ruse. On raconte le moment où l'Espagnol a compris. On raconte le bruit des coffres qu'on déplace. On raconte la cire qu'on n'ose pas briser. On raconte les gardes postés devant la cale comme devant une chapelle. On raconte les disputes aussi parce qu'il y en a toujours. Qui a été le premier à monter à bord? Qui a pris le drapeau? Qui a trouvé les papiers? Qui a reçu une balle? Qui a perdu un doigt? Qui mérite plus? Et ces récits-là, ceux des tavernes, sont vivants. Ils ont des détails, ils ont des odeurs, ils ont des voix. Mais ils meurent avec ceux qui les portent. Les archives, elles, gardent ce qui est utile, les montants, les dates, les signatures, les décisions. Et si le nom de Lucifer glisse, si la prise est attribuée à un autre, si le dossier est classé sous une orthographe différente, alors l'homme devient une ombre attachée à un coffre scellé, encore. On peut presque voir la scène finale de ce coup, non pas sur la mer, mais dans une salle froide malgré l'été, une table, des hommes en noir, des plumes, des balances, des sacs de pièces qu'on verse et qu'on recompte, des témoins qui jurent, des marins qui attendent dehors, qui entendent le tintement et qui serrent les poings, et au milieu le coffre, ouvert ou encore fermé, mais toujours central, toujours souverain. Il ne parle pas, il ne raconte pas la fumée, les cris, les morts, il ne raconte pas la peur, il ne raconte pas la fièvre, il ne raconte pas la nuit où l'on a cru voir une patrouille et où l'on a coupé un câble pour fuir. Il ne raconte rien, il prouve. Et c'est peut-être cela, le plus paradoxal, le plus moderne, le plus cruel. Dans la course, le trésor n'est pas seulement ce qu'on prend à l'ennemi, c'est ce qui vous prend, vous, ce qui vous enferme dans des règles, dans des parts, dans des soupçons, ce qui vous oblige à devenir comptable de votre propre violence, ce qui transforme un capitaine en gestionnaire, un marin en actionnaire miniature, un combat en dossier. Hendrik Lucifer, s'il a réellement été l'un de ceux qui ont mis la main sur un trésor espagnol près de Cuba, a dû sentir ce basculement, le moment où l'aventure cesse d'être une aventure et devient une preuve à conserver, le moment où l'on comprend que le plus grand danger n'était peut-être pas la bordée espagnole, mais la main amie qui, la nuit, cherche la serrure de la cale, et quand plus tard on parlera de 1628 et de Piet Hein, de la capture spectaculaire de la flotte au trésor, on oubliera facilement les coups d'avant, les coups moins nets, les prises fragmentées, les trésors partiels, les caisses isolées, les navires interceptés dans l'ombre des passes cubaines. On oubliera les capitaines secondaires, les lieutenants, les hommes de l'entre-deux, ceux qui ont appris le terrain, qui ont usé les ennemis qui ont rendu possible par une accumulation de petites morsures, le grand récit. On oubliera parce que l'histoire aime les grands coffres, les coffres qui font du bruit quand on les ouvre, mais la mer, elle, se souvient autrement. Elle se souvient par les épaves, par les eaux, par les noms mal écrits, par les rumeurs qui persistent dans les ports longtemps après que les hommes ont disparu. Et quelque part, dans cette mémoire salée, il y a un coffre scellé qui a changé de main au large de Cuba, et un capitaine dont le nom trop lourd et trop glissant n'a pas trouvé sa place stable dans les registres, mais a trouvé, l'espace d'un instant, la serrure de l'Empire. Après, il reste le goût, un goût de fer dans la bouche, comme après une morsure, le goût de la poudre qui ne part pas, même quand on s'est lavé à grande eau, le goût du rhum qui brûle et qui n'efface rien, et surtout ce goût étrange de victoire incomplète, parce qu'un trésor pris n'est jamais vraiment pris tant qu'il n'a pas été transformé en chiffres, en quittance, en parts, en signature, tant qu'il n'a pas été digéré par la machine. Dans les Provinces-Unies, la machine est partout. Elle a des quais, des entrepôts, des chambres d'amirauté, des comptoirs, des notaires. Elle a des hommes qui ne montent pas à bord, mais qui savent exactement combien coûte une voile, combien rapporte une prise, combien vaut un canon de bronze, combien de jours un équipage peut tenir sur telle ration de biscuits et de bière.
Elle a des livres de comptes qui sentent l'encre et la poussière et qui, eux, survivent mieux que les hommes. On imagine facilement le retour comme une entrée triomphale. Les voiles gonflées, les canons qui saluent, les marins qui crient. La réalité est plus basse, plus lourde. On rentre en boitant. On rentre avec des cordages rafistolés, des voiles rapiécées, des hommes qui ont les gencives en sang, des yeux jaunes de fièvre, des mains tremblantes d'avoir trop longtemps serré une arme. On rentre avec des prisonniers qu'il faut nourrir, surveiller, empêcher de se jeter à l'eau. On rentre avec une prise qui peut être un cadeau empoisonné, un navire espagnol capturé, oui, mais aussi un navire qui fuit l'odeur, de la mort, qui porte des maladies, qui a peut-être des voies d'eau, qui peut casser au premier coup de vent du nord. Et on rentre avec la cale verrouillée. Le coffre scellé dans les jours qui suivent l'arrivée devient presque un personnage. Il change de statut. En mer, il était une promesse et une menace. À terre, il devient une pièce à conviction. On le transporte sous escorte, on le fait passer entre des mains propres, on le pose sur des planches qui grincent, dans une salle où l'air est froid même en été parce que la pierre garde la nuit. On le regarde comme on regarde un animal dangereux. On ne le touche pas trop vite. On attend les bonnes personnes. Les bonnes personnes, ce sont celles qui ont le droit de dire « ceci est légal, ceci est illégal ». Ceci appartient à l'État, ceci appartient aux armateurs, ceci appartient à l'équipage. Ceci doit être rendu, ceci doit être vendu. Et ce droit-là, au début du XVIIe siècle, n'est pas une abstraction. Il a des visages, des sceaux, des robes, des plumes. Dans les Provinces-Unies, la course n'est pas seulement tolérée, elle est organisée, elle est encadrée par des commissions, des lettres de marque, des règlements. On ne part pas faire le pirate, en théorie, on part faire la guerre au commerce ennemi, au nom d'une république en lutte contre la monarchie espagnole depuis l'acte de la Haye de 1581, depuis cette rupture formelle qui a transformé la mer en prolongement du champ de bataille, mais la mer, elle, ne connaît pas les subtilités. Elle mélange tout. Elle mélange les navires de guerre, les marchands, les neutres, les contrebandiers, et quand on revient, il faut démêler ce mélange devant des gens qui n'ont pas vu la fumée. Le premier geste, souvent, c'est de figer la prise, empêcher qu'elle ne se dissolve dans les poches, on met des scellés sur les écoutilles, on poste des gardes. On interdit aux marins de descendre dans la cale. On fait venir un officier de l'amirauté, un greffier, parfois un commissaire. On dresse un inventaire. On note tout, même ce qui semble insignifiant. Les barils, les ballots, les armes, les vêtements, les instruments de navigation. Parce que tout peut devenir objet de contestation. Tout peut devenir preuve d'une fraude. Tout peut devenir prétexte à un procès. Et les procès, dans ce monde, sont une seconde mer. Une mer de papier avec ses courants invisibles, ses récifs, ses tempêtes de rumeurs. Hendrik Lucifer, si l'on suit les traces fragiles qui le présentent comme corsaire néerlandais actif dans la Caraïbe et associé à une capture de trésors près de Cuba, se retrouve là, au cœur de cette mer de papier, et c'est peut-être là que son nom commence à se perdre pour de bon. Parce que la gloire, dans les archives, n'est pas une récompense morale, c'est un effet secondaire administratif, elle dépend de la manière dont un dossier est classé, de la manière dont un greffier orthographie un patronyme, de la manière dont un rapport attribue l'action à un chef d'escadre plutôt qu'à celui qui a réellement mené l'abordage. Un nom comme Lucifer n'aide pas. Il attire l'œil, oui, mais il attire aussi la grimace. Dans une Europe saturée de sermons, de pamphlets, de polémiques confessionnelles, Lucifer est un mot chargé. Pour un Espagnol catholique, c'est une aubaine rhétorique. Le corsaire n'est pas seulement un ennemi, c'est un démon. Pour un moraliste protestant, c'est un embarras. Comment chanter la guerre juste et la liberté des Provinces-Unies avec un capitaine qui porte le nom du porteur de lumière déchu? Alors on simplifie, on tronque. On écrit Hendrik sans surnom, ou Lucifer sans prénom, ou on le transforme en variante. Lucifer, 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 selon l'oreille et la plume. Et chaque variante est une petite fuite dans la coque de la mémoire. Pendant ce temps, l'argent, lui, ne fuit pas. Il colle aux doigts, aux regards, aux relations. Il colle aux amitiés qui se défont. La prise, une fois reconnue, doit être vendue ou répartie. Les marchandises ordinaires, sucre, cuir, tabac, vin, tissu, passent par des ventes publiques, des enchères, des intermédiaires. Le trésor, lui, est autre chose. S'il s'agit de métal précieux, de pièces, de lingots, de bijoux, il faut le peser, l'essayer, vérifier la pureté. S'il s'agit de lettres de change, de documents, de correspondances, il faut les lire, les traduire, comprendre leur valeur. Et si l'on parle d'un trésor espagnol, il y a toujours cette question qui empoisonne tout. Est-ce un trésor de la couronne, un trésor privé, un trésor d'un marchand, un trésor d'un officier? La réponse change tout.
La réponse change les parts. La réponse change la colère. Les parts, justement. La course est une industrie de parts. Les armateurs ont avancé l'argent pour armer le navire. Coques, gréements, canons, poudre, vivres. Les investisseurs ont misé sur le voyage comme on mise sur une entreprise risquée. L'État, via l'amirauté, prélève des droits. La compagnie, si elle est impliquée, et dans les années 1620, avec la création de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, en 1621, l'institutionnalisation de la guerre de course dans l'Atlantique devient une réalité. La compagnie veut sa part, son contrôle, sa narration. Le capitaine a droit à une portion, souvent plus élevée que celle d'un simple matelot, parce qu'il porte la responsabilité, parce qu'il a parfois investi lui-même, parce qu'il a recruté. Les officiers ont leur fraction, et l'équipage, enfin, attend ce qui lui a été promis. Attendre. C'est là que tout se gâte. En mer, l'attente est remplie par le travail. Pomper, réparer, manœuvrer, surveiller. À terre, l'attente est un vide. Et le vide se remplit de bruit, de boissons, de dettes, de jalousie, de coups de poing. Les marins, payés en perspective, commencent à dépenser avant d'avoir reçu. Ils prennent à crédit. Ils promettent. Ils se vantent. Ils se font plumer. Les tavernes des ports, Amsterdam, Rotterdam, Middelburg, ou des ports zélandais plus directement tournés vers l'Atlantique, savent reconnaître un équipage qui revient chargé d'une rumeur de trésors. Les aubergistes sourient. Les joueurs de dés s'approchent, les femmes aussi parfois, parce que la misère et l'opportunité se tiennent par la main, et chaque jour de retard dans la distribution des parts transforme la joie en rancune. La rancune cherche une cible, elle trouve le capitaine. Le capitaine, lui, est pris entre deux feux. D'un côté, les hommes qui ont saigné et qui veulent toucher. De l'autre, les hommes qui ont financé et qui veulent récupérer. Et au-dessus, les hommes de loi qui veulent que tout soit propre, que tout soit prouvable, que tout soit conforme. La course dans les pamphlets est une guerre patriotique. Dans les salles d'amirauté, c'est une procédure. Et la procédure a ses lenteurs. Elle a ses contestations. Elle a ses appels. L'Espagne, même quand elle ne peut pas envoyer une escadre pour reprendre un coffre, peut envoyer autre chose. Des protestations, des agents, des arguments. Elle peut tenter de faire reconnaître qu'un navire n'était pas un ennemi, mais un neutre. Elle peut affirmer que la prise a été faite hors des eaux autorisées par la Commission. Elle peut jouer sur les dates, sur les lieux, sur les pavillons. Elle peut aussi, plus simplement, acheter des langues. Un prisonnier espagnol qui témoigne d'une manière plutôt que d'une autre. Un marin hollandais mécontent qui jure avoir vu un officier ouvrir un coffre en mer. Un commis qui perd un document. La guerre de course est une guerre de corruption autant qu'une guerre de canon. Et là, le coffre scellé revient, encore, comme motif et comme piège. On l'a gardé fermé pour prouver qu'on n'a pas volé. Mais le garder fermé trop longtemps, c'est nourrir le soupçon. Qu'y a-t-il dedans exactement? Pourquoi tant de secrets? Qui a déjà regardé? Qui a déjà pris? On l'ouvre sous contrôle, et l'ouverture elle-même devient un rituel. On casse la cire. On examine les marques. On compare les sceaux avec ceux des documents saisis sur le navire espagnol. On note la moindre irrégularité. Et quand enfin le couvercle cède, ce n'est pas seulement l'or ou l'argent qui apparaît. C'est la possibilité d'une accusation, parce que le trésor dans la course n'est pas seulement une richesse, c'est une responsabilité pénale. Un capitaine peut être célébré un mois et poursuivi le mois suivant. Il peut être invité à la table d'un armateur, puis traîné devant un tribunal. Il peut être utile tant qu'il rapporte, puis sacrifié dès qu'il devient gênant. Dans ce contexte, un homme comme Hendrik Lucifer, figure qui, dans les grands corpus, n'a pas la stabilité d'un Piet Hein ou d'un Cornelis Joll et qui semble flotter dans des sources secondaires, comme un nom accroché à un exploit, a toutes les raisons de disparaître, non pas parce qu'il n'a rien fait, mais parce que ce qu'il a fait est absorbé par des structures plus grandes que lui, la compagnie, l'amirauté, les armateurs, les chroniqueurs. Les chroniqueurs, surtout, ils aiment les récits nets, un héros, une date, un coup, un butin. Et si l'on veut vendre une guerre maritime au public, si l'on veut lever des fonds, recruter des hommes, convaincre des villes de soutenir des expéditions, on choisit des noms qui sonnent bien, des noms qui rassurent, des noms qui deviennent des marques. Piet Hein, par exemple, deviendra en 1928 le symbole éclatant. La capture de la flotte au trésor, l'événement qui écrase tout le reste, qui fait oublier les prises fragmentaires, les trésors partiels, les navires isolés interceptés dans l'ombre des passes cubaines. À côté d'un tel coup, tout ce qui précède ressemble à une répétition générale. Et les répétitions générales, on ne les retient pas. Sauf que sans elles, le grand coup n'existe pas. Les années 1620 dans la Caraïbe sont une intensification. Les Provinces-Unies, via la WIC,
cherchent à frapper l'Espagne là où elle est riche et vulnérable. Les routes, les nœuds, les ports, les convois. Cuba, serrure et charnière, devient un théâtre permanent. Les pilotes apprennent les courants, les passes, les havres. Les capitaines apprennent où se cacher, où caréner, où trouver de l'eau sans tomber dans une embuscade. Les réseaux d'information se densifient. Contrebandiers, esclaves en fuite, marchands opportunistes, prisonniers rachetés, pêcheurs. Tout cela fabrique une connaissance pratique, une science de la prédation. Et cette science, elle est faite par des hommes dont les noms ne deviennent pas forcément des chansons. Hendrik Lucifer, dans cette logique, ressemble à un rouage dangereux, indispensable mais remplaçable. Et c'est précisément ce qui tue la mémoire. Ce qui est remplaçable n'est pas célébré, il est compté. On peut imaginer, après le coup au large de Cuba, une période de tension sourde. Les Espagnols, humiliés, renforcent les patrouilles. Les capitaines espagnols deviennent plus prudents, plus nerveux. Ils serrent les convois. Ils multiplient les signaux. Ils punissent plus durement les retards. Ils suspectent tout. Et cette nervosité se répercute sur les ports. La Havane, avec ses fortifications, ses batteries, ses officiers qui vivent dans la peur de la prochaine alerte. Les rumeurs circulent. Un corsaire hollandais rôde, un certain Lucifer, un nom de mauvais augure. On raconte qu'il ne laisse pas de témoins, ou au contraire qu'il traite bien les prisonniers. Les rumeurs se contredisent toujours. Parce qu'elles servent des intérêts, on raconte qu'il a des informateurs à terre, on raconte qu'il a un pilote espagnol à bord, on raconte qu'il a été vu près de telle passe, on raconte qu'il est déjà reparti. La rumeur est une arme qui ne coûte rien, et pendant que la rumeur travaille, la vie du corsaire, elle, se rétrécit. Parce que la prise, même réussie, ne garantit pas la fortune. Elle peut même accélérer la ruine. Un navire corsaire revient souvent plus abîmé qu'il n'est parti. Les réparations coûtent. Les canons doivent être entretenus. La poudre doit être remplacée. Les voiles changées. Les hommes blessés doivent être payés, ou au moins dédommagés, selon les usages. Les familles des morts réclament parfois les dettes contractées avant le départ, auprès d'un armateur, d'un fournisseur de vivres, d'un prêteur, doivent être honorées. Et si la procédure traîne, si l'amirauté retient une partie du butin en attendant une décision, si un procès bloque la vente, le capitaine se retrouve à court de liquidités, il a un trésor sur le papier mais pas d'argent dans la main, et un capitaine sans argent perd vite son autorité. L'autorité dans la course est une chose fragile, elle tient à la peur, oui, mais aussi à la confiance. Les hommes acceptent de suivre parce qu'ils croient qu'ils seront payés. Si cette croyance se fissure, la discipline se fissure, et quand la discipline se fissure, les histoires deviennent dangereuses. On accuse le capitaine d'avoir caché une partie, d'avoir ouvert le coffre en mer, d'avoir donné des pièces à ses favoris. On accuse les officiers. On accuse le chirurgien parce qu'il a accès aux blessés et qu'il peut faire passer des choses. On accuse le maître d'équipage parce qu'il contrôle les hommes. On accuse tout le monde. Et dans ce brouillard d'accusations, la vérité importe moins que la capacité à prouver. Prouver, toujours ce mot. C'est peut-être là que se joue la disparition d'un nom. Un homme peut avoir été au centre d'un coup, mais s'il ne laisse pas derrière lui une trace documentaire solide, une correspondance, un rapport officiel, une décision de tribunal où son nom est écrit clairement, il devient une silhouette. Et si en plus il meurt relativement tôt, en 1627, selon la date qui circule, il n'a pas le temps de consolider sa légende. Il n'a pas le temps de publier, de se défendre, de réclamer, de faire écrire son histoire par un pamphlétaire ami. Il n'a pas le temps de transformer une rumeur en monument. La mort en mer est souvent sans cérémonie. Même à terre, elle peut être discrète. Un capitaine peut mourir de maladies, de blessures mal refermées, de fièvre contractée dans une anse tropicale et qui se réveille des mois plus tard. Il peut mourir dans un port, loin des canons, dans une chambre qui sent le linge humide et la fumée. Et quand il meurt, ses papiers deviennent un enjeu. Ses journaux de bord, ses lettres, ses quittances, ses contrats. Qui les garde? Qui les trie? Qui les vend? Qui les perd? Un coffre scellé peut survivre à un homme, un dossier, non? Alors, on se retrouve avec un paradoxe cruel, un exploit attribué à un nom instable, un trésor capturé mais une mémoire qui fuit, et autour, un monde qui, lui, est parfaitement documenté dans ses grandes lignes, la guerre de 80 ans, la trêve de 12, en de 1609 à 1621, qui reconfigure les statuts, les opportunités, les justifications, puis la reprise brutale des hostilités, la création de la WIC, l'Atlantique transformé en front économique. Tout cela est solide, tout cela est imprimé, archivé, compilé. Mais l'homme, lui, glisse entre les doigts. On peut presque entendre dans les ports la manière dont son nom se transforme. Un marin raconte
Lucifer a pris un coffre au large de Cuba. Un autre répond, Lucifer? Tu veux dire ce Hendrik, celui qui naviguait avec. Et déjà, le récit cherche un appui plus stable, un nom de compagnie, un nom de commandant, un nom qui figure sur une affiche. Le cerveau humain aime les étiquettes, les archives aussi. Et puis arrive 1628, Piet Hein, la grande capture de la flotte au trésor. L'événement qui devient un symbole national, un argument politique, une preuve que la stratégie de la Whig peut saigner l'Espagne, les chansons, les gravures, les sermons, les discours, tout se met à tourner autour de ce point lumineux. Et dans cette lumière, les coups précédents deviennent des ombres, non pas parce qu'ils n'ont pas existé, mais parce qu'ils ne servent plus la narration principale. Ils deviennent des notes de bas de page quand ils ne disparaissent pas complètement. Le coffre scellé, lui, continue de hanter, parce qu'il n'est pas seulement un objet de richesse. Il est une métaphore involontaire de la mémoire. Ce qui est scellé, ce qui est fermé, ce qui est gardé par des règles, finit par appartenir à ceux qui ont les clés, et les clés dans l'histoire ne sont pas toujours dans les mains de ceux qui ont risqué leur peau. Dans les dernières années attribuées à Hendrik Lucifer, jusqu'à cette date de 1627, on peut imaginer une existence faite de retours et de départs, de négociations et de rancunes, de tentatives de repartir pour refaire fortune ou pour échapper aux dettes, de discussions avec des armateurs qui veulent des garanties, de recruteurs qui promettent des hommes mais exigent des avances, de charpentiers qui réclament leurs dû, de fournisseurs qui ne font plus crédit. La course fabrique des fortunes rapides, oui, elle fabrique aussi des ruines rapides, et elle fabrique une troisième chose, plus étrange, des fantômes d'archives. Un fantôme d'archives, ce n'est pas un personnage romantique. C'est un nom qui apparaît une fois puis disparaît. Un nom qui revient sous une autre orthographe. Un nom qui est peut-être un surnom, peut-être un patronyme, peut-être une confusion. Un nom qui s'accroche à un événement parce que l'événement a besoin d'un visage, mais dont le visage n'est pas assez net pour traverser les siècles. Et pourtant, si l'on se place du côté de la mer, du côté des gestes, du côté du métier, ce nom a une densité. Un capitaine corsaire, même secondaire, même effacé, doit savoir 1000 choses concrètes. Il doit savoir lire le ciel. Il doit savoir sentir un changement de vent avant qu'il ne se voie. Il doit savoir quand un courant va vous pousser vers un récif. Il doit savoir comment garder la poudre sèche dans un air saturé d'humidité. Il doit savoir comment empêcher un équipage affamé de se déchirer. Il doit savoir comment traiter un prisonnier pour qu'il parle sans que l'équipage le massacre. Il doit savoir comment écrire, ou faire écrire, un rapport qui tiendra devant l'amirauté. Il doit savoir, enfin, comment vivre avec cette contradiction permanente. Être un homme de violence dans un monde de comptabilité, c'est peut-être cela, la trace la plus fidèle de Hendrik Lucifer, plus fidèle que n'importe quelle mention incertaine. Cette tension, entre l'audace et l'effacement, entre le coup de main et le dossier, entre la mer qui avale les corps et la terre qui avale les noms, on aime croire que l'histoire retient les plus courageux, elle retient surtout les plus utiles, les plus cités, les plus imprimés, les plus commodes. Un trésor capturé au large de Cuba peut être un événement réel, un choc local, une blessure pour l'Espagne, un encouragement pour les investisseurs néerlandais. Mais si ce trésor n'a pas été transformé en récit officiel, en symbole, en gravure, il reste à l'état de rumeur solide, une rumeur qui a fait bouger de l'argent, qui a fait bouger des hommes, qui a fait bouger des navires, une rumeur qui a peut-être coûté des vies, et au centre un coffre scellé, encore, toujours, comme une bouche fermée. La mer, elle, ne signe pas, elle ne classe pas, elle ne compile pas, elle efface, elle polit, elle ronge les épaves jusqu'à ce qu'elles deviennent des formes anonymes. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire maritime est si cruelle. Elle dépend d'archives produites par des gens qui, souvent, n'ont pas vu la mer autrement que depuis un quai. Les marins vivent dans le bruit, dans le sel, dans l'urgence. Les archives vivent dans le silence, dans l'ordre, dans la durée. Entre les deux, il y a un gouffre, et dans ce gouffre, des noms tombent. Hendrik Lucifer tombe là. Pas comme un échec, comme un symptôme. Celui d'une époque où la guerre en mer est déjà moderne, déjà capitalisée, déjà bureaucratisée. Une époque où l'on peut capturer un trésor et perdre son nom. Une époque où l'on peut ouvrir une cale verrouillée au large de Cuba, sentir l'odeur du métal et du bois humide, entendre le cliquetis des ferrures, voir la cire intacte sur les seaux, et comprendre sans le formuler que le coffre est plus durable que l'homme. Et quand, des années plus tard, on prononce les noms qui ont survécu, ceux qui ont eu des chansons, des statues, des dates nettes, il reste derrière une foule de capitaines et de lieutenants, de pilotes et de maîtres d'équipage, qui ont fait le travail ingrat,
Apprendre les passes, user les patrouilles, tester les routes, prendre des navires isolés, ramener des coffres qui ne feront pas de légendes mais qui alimenteront la guerre, des hommes qui ont vécu dans l'entre-deux, là où l'héroïsme ressemble à une facture impayée, et quelque part dans cet entre-deux, un coffre scellé continue de claquer dans l'imaginaire comme un couvercle qu'on referme, pas pour protéger l'or, pour protéger le récit, pour décider qui aura le droit d'être un nom et qui restera une ombre salée au large des côtes de Cuba,